Parfois, c'est l'homme qui choisit la solitude, parfois c'est la solitude qui le choisit. Pendant 30 ans, Jasper Conningkide a vécu seul dans les montagnes du Colorado, se réconciliant avec une vie où les seules voix qu'il entendait étaient les siennes et celles du vent dans les pins. Lorsqu'il apprit que son frère était décédé et lui avait laissé le ranch familial, Jasper décida de le vendre rapidement et de retourner dans son sanctuaire montagneux. Mais dans un coin sombre de la vieille grange, il trouva quelque chose qui changea tout. Une jeune femme sauvage vêtue de peau d'animaux qui ne parlait pas anglais et le regardait avec les yeux d'un animal effrayé. Qui était-elle? Qu'est-ce que son frère avait caché pendant toutes ces années dans la vallée de Copper Creek? Avant de replonger dans l'histoire, histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. L'enveloppe usée par le temps avait trouvé son chemin jusqu'à la cabane isolée de Jasper Conningkide, après être passé par une série de bureaux de poste, de magasins généraux, et enfin entre les mains noueuses du vieux Pete Henley, qui approvisionnait les trappeurs des hautes terres 2 fois par an. Somme. La lettre portait le sceau officiel du cabinet d'avocats Hartman & Associates et contenait une nouvelle qui allait le sortir de 30 ans d'exil volontaire. Thomas Kincaid, son frère cadet de 4 ans, était mort. D'une crise cardiaque, selon la lettre de l'avocat, retrouvé seul dans la maison du ranch 3 semaines auparavant par le facteur. Pas de femme, pas d'enfant, pas d'amis proches, juste Jasper, désigné comme seul bénéficiaire du ranch de Copper Creek Valley, qui appartenait à leur famille depuis 3 générations. Jasper tenait la lettre entre ses mains marquée par d'innombrables rencontres avec des pièges en acier, les intempéries de la montagne et les aspérités d'une vie délibérément difficile. Le papier tremblait légèrement, non pas à cause de l'air froid de la montagne qui s'infiltrait à travers les rondins usés de la cabane, mais de quelque chose de plus profond, un tremblement qui remontait à des décennies de silence entre les 2 frères. Il posa la lettre sur la table rustique à côté du journal de chasse de son grand-père, un livre relié en cuir qui retraçait l'histoire de 3 générations d'hommes de la famille Conningkide qui avaient travaillé dans ces montagnes. Les pages du journal racontaient les saisons fructueuses et les saisons maigres, des animaux traqués et capturés, des intempéries surmontées et des tempêtes essuyées. Il évoquait une époque où le nom de la famille avait une signification dans la vallée de Copper Creek. Avant les disputes, avant les accusations, avant le silence qui s'était installé entre lui et Thomas comme un gouffre, aucun des 2 hommes ne semblait disposé ou capable de franchir. La décision de descendre de son sanctuaire montagneux ne fut pas facile à prendre. Jasper avait construit sa vie autour de la certitude de la solitude, des rythmes prévisibles des saisons et de la survie. Sa cabane était située à 3000 mètres d'altitude, accessible uniquement à cheval ou en raquette selon la saison. Pendant 30 ans, il avait posé des pièges en hiver, chassé et pêché en été, et passé de longues soirées à lire à la lumière d'une lampe ou à sculpter de petites figurines dans du pain de montagne. C'était une vie qui ne lui demandait rien d'autre que de la compétence et de l'endurance, 2 qualités qu'il possédait en abondance. Mais Thomas était mort, et malgré tout ce qui les avait séparés, il restait de sa famille. Il restait le garçon édenté qui avait suivi Jasper dans les bois derrière le ranch de leur grand-père, impatient d'apprendre à poser des pièges et des collets. Toujours le petit frère qui l'admirait sans réserve, jusqu'au jour où tout avait changé. La descente depuis les hautes terres prit 2 jours, conduisant son Packard sur des sentiers peu fréquentés depuis la fin du boom minier, 40 ans plus tôt. Novembre avait peint les bosquets de trembles de nuances dorées et rouilles, et la première neige sérieuse de la saison saupoudrait les sommets au-dessus de lui. Son cheval, un bay régulier nommé Buck, descendait prudemment les lacets, tous 2 s'adaptant à l'air plus dense et aux températures plus chaudes des basses altitudes. La vallée de Copper Creek s'étendait devant eux alors qu'ils franchissaient la dernière crête. Une large cuvette de prairies coupée en 2 par le ruisseau qui donnait son nom à la vallée, avec la petite ville regroupée à l'endroit où le ruisseau rejoignait la route départementale. Le ranch se trouvait à 5 km au sud de la ville, ses bâtiments patinés par le temps et ses pâturages clôturés visibles même de cette distance. De la fumée s'élevait de quelques cheminées dans la ville, et Jasper pouvait distinguer les formes rectangulaires du silo à grains, du clocher de l'église et de ce qui semblait être plusieurs nouveaux bâtiments qui n'étaient pas là la dernière fois qu'il avait vu la vallée.
La maison du ranch était exactement comme dans ses souvenirs. Une structure à 2 étages en pierre et en bois locaux que leur grand-père avait construite en 1898. La grange était plus récente, érigée par leur père dans les années 1940 pour remplacer celle qui avait été détruite par un incendie. Des enclos et des dépendances s'étendaient autour des structures principales, comme les morceaux éparpillés d'une vie vécue près de la terre. Tout semblait plus petit que dans ses souvenirs, usé par le temps et la négligence. D'une manière qui évoquait un homme vivant seul, sans se soucier beaucoup de l'entretien ou de l'apparence. Jasper décela Buck dans l'enceinte familière de la grange, remarquant l'odeur de moisi du foin qui était resté trop longtemps et les signes subtils d'une utilisation récente. Du fumier frais dans une stalle, des seaux d'eau qui semblaient avoir été remplis récemment, des traces d'outils dans la terre qui suggéraient une activité régulière. Thomas avait élevé des chevaux, puis avait probablement loué des pâturages à des éleveurs locaux. Le côté pratique de l'esprit de Jasper se mit à calculer la valeur potentielle de la propriété, les dettes à régler, la rapidité avec laquelle il pourrait s'acquitter des formalités légales. Puis il retourna à sa solitude dans les montagnes. La clé de la maison était accrochée à sa place habituelle, à un clou enfoncé dans le cadre de la porte du porche arrière. Certaines choses ne changeaient apparemment jamais dans la vallée de Copper Creek. À l'intérieur, la maison était empreinte du calme particulier qui suit la mort. Elle n'était pas tout à fait abandonnée, mais elle n'était plus animée par les petits bruits et les mouvements de la vie quotidienne. Thomas avait vécu simplement. La cuisine contenait l'essentiel, une cafetière, quelques plats, des conserves alignées avec une précision militaire sur des étagères ouvertes. Le salon contenait un fauteuil usé, placé face à la cheminée et à une fenêtre donnant sur le ruisseau. C'est dans le bureau à cylindre situé dans le coin du salon que Jasper eut un premier aperçu de ce qu'était devenu la vie de son frère. Le bureau était fermé à clé, mais Jasper se souvenait où leur père avait caché la clé, collée sous le tiroir du bas. À l'intérieur, Thomas avait conservé des archives méticuleuses, des relevés bancaires indiquant un revenu modeste, mais régulier provenant de la location de pâturage, des factures vétérinaires pour du bétail qu'il ne semblait pas posséder, de la correspondance avec plusieurs agences gouvernementales que Jasper ne reconnut pas immédiatement. Une lettre datée de 2 mois avant la mort de Thomas attira son attention. Elle provenait du ministère de la Justice qui remerciait Thomas pour sa coopération continue et lui assurait que des mesures appropriées étaient prises pour assurer sa sécurité. La lettre était signée par une personne identifiée uniquement comme l'agent spécial Morrison et comprenait un numéro de téléphone avec l'indicatif de Washington, D.C. Jasper lut la lettre 2 fois, essayant de concilier son contenu avec ses souvenirs de Thomas, un simple ouvrier agricole qui n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour quoi que ce soit au-delà des frontières de la vallée. Il se souvenait que son jeune frère se contentait de la vie dans une petite ville, plus intéressé par les balses du samedi soir et les rodéos locaux que par les enquêtes fédérales ou la coopération avec le gouvernement. Mais 30 ans, c'était long et les gens changeaient. Peut-être Thomas avait-il été témoin de quelque chose, signalé un crime qui nécessitait l'attention des autorités fédérales. L'après-midi touchait à sa fin lorsque Jasper se rendit enfin à la grange pour voir comment allait Buck et sécuriser la propriété pour la nuit. L'intérieur de la grange était sombre, éclairé uniquement par la pâle lumière de novembre qui filtrait à travers les interstices du revêtement extérieur usé par les intempéries. Il tendait la main vers l'interrupteur lorsqu'il l'entendit, un léger bruissement provenant du coin le plus éloigné, près des bottes de foin empilées contre le mur du fond. Jasper se figea, la main à mi-chemin vers l'interrupteur. Des souris, probablement. Ou peut-être un chat de grange que Thomas avait gardé pour contrôler la population de rongeurs. Mais lorsque ses yeux s'habituèrent à la faible luminosité, il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Une silhouette trop grande pour être un chat, trop immobile pour être un animal de ferme. Quelqu'un était recroquevillé dans l'ombre, entre les bottes de foin et le mur de la grange. Il avança lentement, sans faire de mouvement brusque, comme s'il s'approchait d'un animal blessé dans la nature. À mesure qu'il se rapprochait, les détails se précisèrent, remettant en question sa compréhension de ce qu'il voyait. Une jeune femme, certes, mais différente de toutes celles qu'il avait rencontrées auparavant. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, foncés, avec des mèches qui pouvaient être de la saleté ou une couleur naturelle. Elle portait ce qui semblait être des peaux d'animaux grossièrement cousus, de cerfs, de lapins,
peut-être d'autres qu'il ne pouvait pas identifier immédiatement. Elle était pieds nus malgré le froid de novembre, et la plante de ses pieds semblait épaisse et cailleuse comme du cuir, mais ce sont ses yeux qui le figèrent sur place. Ils reflétaient la fatigue d'une créature sauvage, le genre de vigilance et d'hypervigilance qu'il avait observé chez les animaux qui avaient appris à craindre le contact humain. Elle l'observait avec l'intensité concentrée d'un prédateur, évaluant la menace. Son corps était recroquevillé, prêt à s'enfuir ou à se battre selon son prochain mouvement. Doucement, dit Jasper doucement, du même ton qu'il aurait utilisé avec un cheval effrayé. Je ne vais pas te faire de mal. Le son de sa voix provoqua une réaction immédiate. Elle se pressa davantage contre le mur. Un son grave s'échappa de sa gorge, qui n'était pas tout à fait du langage humain, mais qui n'était pas non plus une communication animale. C'était quelque chose entre les deux. Une vocalisation qui exprimait la peur, l'avertissement et autre chose encore. Peut-être la reconnaissance qu'il s'agissait d'une voix humaine. Même si les mots ne signifiaient rien pour elle, Jasper resta parfaitement immobile, analysant ce qu'il voyait. La jeune femme semblait avoir une vingtaine d'années, bien qu'il fût difficile d'en être certain vu son état. Elle était mince, mais pas mal nourrie, ce qui suggérait qu'elle avait appris à survivre avec les ressources disponibles. Sa peau portait les marques d'une vie en plein air, des égratignures, des callosités, un bronzage profond qui témoignait d'années passées au soleil et aux intempéries. Le plus troublant de tout, c'était autour de sa cheville, presque cachée par la peau d'animal qui lui servait de robe rudimentaire. Il pouvait voir ce qui semblait être une vieille cicatrice, du genre de celles que peuvent laisser des chaînes ou des entraves. « D'où viens-tu » demanda-t-il, sachant qu'elle ne comprendrait pas, mais ayant besoin d'entendre sa propre voix dans le silence étrange de la grange. « Depuis combien de temps es-tu ici » Elle pencha la tête en entendant le son, un geste qui rappelait étrangement celui d'un chien essayant de comprendre le langage humain, sans jamais quitter son visage des yeux, et Jasper eut la sensation troublante que même si elle ne comprenait pas ces mots, elle le lisait avec une intelligence que la société humaine n'avait pas altérée. Elle l'évaluait, comprit-il, déterminant s'il représentait une sécurité ou une menace, une opportunité ou un danger. Les implications de sa présence commencèrent à s'imposer à son esprit comme des sédiments dans de l'eau calme. Elle vivait ici, dans la grange de Thomas, depuis qui sait combien de temps. Les signes d'habitation qu'il avait remarqués plus tôt, les seaux d'eau douce, le foin remué, n'étaient pas destinés au bétail. Ils étaient pour elle. Thomas savait qu'elle était là, il prenait soin d'elle, la cachait, mais de quoi? Ou de qui? Comme si elle avait deviné ses pensées, la jeune femme émit un autre de ces sons qui n'étaient pas tout à fait humains et changea légèrement de position. Ce mouvement révéla davantage les vêtements de fortune qu'elle portait, et Jasper remarqua avec un malaise grandissant qu'ils semblaient avoir été cousus avec de la senue. Les coutures étaient grossières, mais efficaces. Quelqu'un lui avait appris à travailler le cuir pour créer des vêtements à partir de peaux d'animaux. Mais qui et dans quelles circonstances? Les questions se multipliaient plus vite que les réponses, chacune plus troublante que la précédente. Depuis combien de temps était-elle ici? D'où venait-elle? Pourquoi Thomas la cachait-il? Et surtout, que devait faire Jasper maintenant? La jeune femme semblait percevoir sa confusion. Elle émit un son doux, presque interrogateur, et tendit légèrement une main dans sa direction. Ce geste était hésitant, incertain, mais il traduisait une certaine qualité. De la curiosité, de l'espoir, la possibilité que cette nouvelle humaine soit différente de celle qui lui avait appris à craindre le contact humain. Jasper se rendit compte qu'il retenait son souffle. Lentement, prudemment, il tendit sa propre main, paume vers le haut, le geste universel d'une intention pacifique. La distance entre eux était d'environ 2 mètres, suffisamment éloignée pour qu'aucun des deux ne puisse toucher l'autre sans un mouvement délibéré, mais suffisamment proche pour que le geste puisse être clairement vu et interprété. Pendant un long moment, ils restèrent figés dans cette scène, l'homme des montagnes grisonnant et la jeune femme sauvage, reliée par un geste de confiance tendu à travers un gouffre d'ignorance. Dehors, le vent de novembre se levait, faisant vibrer les parois de la grange et envoyant de petits courants d'air froid sur le sol. À l'intérieur, le silence s'étendait entre eux comme un pont. Aucun des deux n'était tout à fait prêt à le traverser. Puis,
D'un mouvement si rapide qu'il passa presque inaperçu, elle retira sa main et se fondit dans l'ombre entre les bottes de foin. Jasper entendit le léger bruissement d'un mouvement, le murmure de la peau contre le bois, puis plus rien. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais été là, le laissant seul dans la grange sombre avec plus de questions qu'il n'aurait jamais voulu poser. Mais il l'avait vue. Elle était réelle. Et quelque part dans l'obscurité grandissante de la grange, elle était toujours là, le regardant de ses yeux troublants et intelligents qui avaient appris à ne faire confiance à rien ni à personne. Jasper Kidd était descendu des montagnes pour régler la succession de son frère et retourner à sa vie solitaire. Au lieu de cela, il avait hérité d'un mystère qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, son passé et la nature des choix qui définissent la vie d'un homme. Le soleil se couchait derrière les collines occidentales, peignant la vallée de Copper Creek de nuances d'ombre dorée. La nuit tombait, et avec elle, la nécessité de prendre des décisions qui ne pouvaient être reportées au lendemain matin. Quel que soit le secret que Thomas avait emporté dans sa tombe, quel que soit le secret qu'il avait emporté dans sa tombe, c'était désormais à Jasper de porter ce fardeau, et dans l'obscurité de la grange, une paire d'yeux observait et attendait de voir quel genre d'homme serait cet ermite des montagnes. Le sommeil fut agité cette première nuit dans la maison du ranch. Jasper était allongé dans son ancienne chambre d'enfant, fixant le plafond et tendant l'oreille pour écouter les bruits provenant de la grange. Chaque craquement du bois qui se tassait, chaque murmure du vent dans les avant-toits, pouvait être la jeune femme qui se déplaçait dans l'obscurité. Il avait laissé de la nourriture, du pain, du jerky, un pot d'eau près de l'endroit où il l'avait vue pour la dernière fois. Mais lorsqu'il vérifia avant de se coucher, les provisions étaient intactes. Le matin apporta une pensée plus claire et la nécessité d'agir. Jasper se leva avant l'aube, comme à son habitude, et prépara du café dans la cuisine de Thomas, tout en réfléchissant à ses options. Il pouvait appeler le shérif et signaler qu'il avait trouvé quelqu'un vivant dans des conditions précaires sur sa propriété. Mais quelque chose dans la terreur évidente de la jeune femme à l'égard du contact humain le fit hésiter. Elle avait réussi à se cacher si bien que même la mort de Thomas ne l'avait pas fait fuir. Elle devait avoir des raisons d'éviter tout contact avec les autorités, et tant qu'il ne comprenait pas quelles étaient ces raisons, il lui semblait prématuré de faire appel à la loi. La deuxième option consistait à laisser les choses telles qu'elles étaient, régler rapidement les affaires de Thomas et retourner dans son sanctuaire de montagne, laissant la jeune femme à son destin, quel qu'il soit. Mais 30 ans de solitude n'avaient pas entièrement émoussé sa conscience, et abandonner quelqu'un d'aussi vulnérable lui semblait être une trahison de tous ses instincts décents, ce qui ne lui laissait que la troisième option. Essayer de comprendre à quoi il avait affaire avant de prendre une décision irrévocable. Il s'approcha de la grange avec la même prudence qu'il aurait eue pour traquer un animal dangereux. La nourriture qu'il avait laissée avait disparu, mais il était impossible de déterminer si c'était elle qui l'avait prise ou si une autre créature s'en était emparée. Il appela doucement en entrant, annonçant sa présence et ses intentions. « J'entre, dit-il. Je veux juste vérifier quelque chose. Je ne te ferai pas de mal. » Cette fois, elle ne se retira pas immédiatement dans l'ombre. Au lieu de cela, elle l'observa depuis sa position près du mur du fond, ses yeux sombres suivant ses mouvements avec la même intelligence troublante. À la lumière du jour qui filtrait à travers les fenêtres de la grange, il pouvait la voir plus clairement. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait d'abord estimée, peut-être 20 ans tout au plus, et malgré son apparence sauvage, il y avait quelque chose dans son visage qui trahissait une bonne éducation, une belle ossature qui suggérait qu'elle n'avait pas toujours vécu dans la nature. Il voyait maintenant que ses cheveux étaient naturellement brun foncé, bien que striés de reflets plus clairs qui pouvaient provenir de l'exposition au soleil. Les peaux d'animaux qu'elle portait étaient plus habilement travaillées qu'elle ne l'avait semblé dans la pénombre. Quelqu'un lui avait appris à travailler le cuir avec une grande compétence. Mais ce sont les cicatrices qui révélaient la véritable histoire. En plus de la marque autour de sa cheville, il pouvait voir des blessures plus anciennes sur ses bras et ses épaules. Le genre de marque qui témoignait de contraintes, de luttes, d'années passées, dans des conditions qu'aucun être humain ne devrait endurer. « Je m'appelle Jasper », dit-il en s'installant lentement sur une botte de foin à quelques mètres d'elle. « C'était la maison de mon frère, Thomas. » « Connaissais-tu Thomas? »
Au son du nom de son frère, sa réaction fut immédiate et surprenante. Elle émit un son qui ressemblait presque à un mot, pas tout à fait un langage humain, mais clairement une tentative de communication. Son langage corporel changea, devenant moins défensif, mais non moins méfiant. Thomas, répéta Jasper, tu le connaissais. Cette fois, le son qu'elle émit était sans équivoque. Elle acquiesça d'un signe de tête, un geste si fondamentalement humain qu'il le frappa comme un coup physique. Quoi qu'on lui ait fait, qui que ce soit qui lui ait pris son langage et ses réponses civilisées, il n'avait pas réussi à effacer tout ce qui faisait d'elle un être humain. Jasper passa l'heure suivante à l'observer attentivement et à tenter doucement de communiquer avec elle. Il apprit qu'elle répondait à son nom lorsqu'il l'appelait, même si le nom auquel elle répondait n'était rien de plus qu'une série de cliquetis et de sons doux qu'aucune gorge humaine n'aurait dû pouvoir produire. Il apprit qu'elle comprenait plus qu'elle ne pouvait exprimer lorsqu'il désignait des objets et les nommait. Ses yeux suivaient ses mouvements avec compréhension, même si elle ne pouvait ou ne voulait pas répéter les mots. Plus important encore, il apprit que son frère avait été son tuteur, son pourvoyeur, et peut-être le seul lien humain qu'elle ait connu depuis très longtemps. Lorsque Jasper lui montra la photo, il avait trouvé dans le bureau de Thomas une photo de famille prise là-bas. Enfant, elle touchait l'image de son frère avec une douceur qui témoignait d'une affection sincère. Mais c'est en cherchant d'autres preuves de la relation entre Thomas et la jeune femme que Jasper fit une découverte qui transforma complètement sa compréhension de la situation. Caché derrière une pile de bottes de foin dans le coin le plus éloigné de la grange, dissimulé par les ombres et placé à un endroit où un regard distrait ne les aurait jamais révélés, se trouvaient des barreaux de fortune, des tiges de fer grossièrement soudées entre elles et ancrées dans les fondations en pierre de la grange. Les barres formaient une cage d'environ 2,5 mètres carrés, assez grande pour qu'une personne puisse s'y allonger, mais trop petite pour être confortable ou digne. Le fer était taché de rouille et de ce qui semblait être du sang, et le sol en pierre à l'intérieur de l'enceinte était rayé et creusé comme par des ongles ou peut-être des dents. Un seau était posé dans un coin, et l'odeur qui se dégageait de l'enceinte témoignait d'années d'habitation humaine dans les conditions les plus dégradantes imaginables. Jasper fixait cette prison improvisée, son esprit peinant à assimiler ce qu'il voyait. Les barreaux étaient solides, installés de manière professionnelle, ce qui suggérait une planification à long terme plutôt qu'un crime opportuniste. Ce n'était pas une zone de détention temporaire. Il s'agissait d'une installation permanente conçue pour contenir un être humain pendant une longue période. Les traces d'usure sur les barreaux, la profondeur des rayures dans la pierre, tout suggérait des années d'utilisation. Mais si c'était là que la jeune femme avait été détenue, pourquoi était-elle maintenant libre de se déplacer dans la grange? Pourquoi n'était-elle pas enfermée à l'abri des regards des visiteurs occasionnels? Les questions se multipliaient, chacune plus troublante que la précédente. Il se retourna et la vit qui l'observait depuis l'autre bout de la grange, le regard indéchiffrable, mais semblant tout comprendre. Elle l'avait vu découvrir la cage, avait compris qu'il savait désormais quelque chose de ce qu'avait été sa vie. Pendant un long moment, ils se regardèrent fixement à travers l'espace qui les séparait. L'homme des montagnes aux prises avec les implications de ce qu'il avait découvert, et la jeune femme qui avait survécu d'une manière ou d'une autre aux horreurs que représentait cette prison improvisée. Puis, elle fit quelque chose qui lui coupa le souffle. Elle s'approcha de la cage et, avec des gestes qui trahissaient une longue familiarité, lui montra comment ouvrir la porte de l'extérieur. Elle lui montra la goupille qui maintenait le loquet, le fonctionnement des charnières et l'angle particulier nécessaire pour fermer la porte correctement. Ces mouvements étaient automatiques, ceux de quelqu'un qui avait effectué ces gestes d'innombrables fois. Mais plus effrayant encore, elle lui montra comment la cage pouvait être ouverte de l'intérieur. Caché sous ce qui semblait être un morceau de pierre solide, se trouvait un levier qui, lorsqu'on appuyait dessus dans un ordre précis, libérait le loquet. C'était un mécanisme de sécurité installé par quelqu'un qui comprenait qu'une prison dont il était impossible de s'échapper pouvait entraîner la mort de son occupant, Thomas. Jasper réalisa avec une horreur grandissante que Thomas avait construit cette cage. Thomas avait gardé cette jeune femme prisonnière. Son frère, le garçon édenté qui l'avait suivi à travers les bois, qui l'avait admiré sans réserve, était devenu un monstre. La jeune femme semblait lire ses pensées dans son expression. Elle émit l'un de ces sons pas tout à fait humains,
Mais cette fois-ci, il avait une qualité différente. Ce n'était ni de la peur ni un avertissement, mais quelque chose qui pouvait être du réconfort. Elle essayait de lui dire quelque chose, de lui communiquer une vérité essentielle qui donnerait un sens à ce qu'il avait découvert. Elle s'approcha lentement de lui. Ses mouvements étaient prudents et délibérés. Lorsqu'elle fut assez proche pour le toucher, elle tendit la main et posa sa main balafrée sur son bras. Le contact fut électrique, le premier contact humain qu'elle avait volontairement initié, offert maintenant, dans ce qui semblait être une tentative de réconfort. Puis elle fit quelque chose qui brisa toutes les hypothèses qu'il avait formulées sur la situation. Elle le conduisit dans une autre partie de la grange, dans une section qu'il n'avait pas encore explorée en profondeur, et lui montra ce que Thomas faisait réellement. Caché sous un tas de vieilles couvertures pour chevaux, se trouvait une collection d'objets qui racontaient une histoire très différente. Des vêtements pour enfants de différentes tailles, tous propres et soigneusement pliés, des articles de toilette et des fournitures médicales, des livres, des manuels scolaires élémentaires, des contes pour enfants, des abécédaires et des manuels de mathématiques, et le plus accablant de tout, une pile d'affiches de personnes disparues, chacune montrant la photo d'un enfant qui avait disparu dans des communautés à travers les montagnes de l'Ouest. La jeune femme choisit une affiche dans la pile et la lui tendit. La photo montrait une fillette aux cheveux bruns, âgée d'environ 8 ans, avec les mêmes yeux intelligents qui le regardaient maintenant depuis un visage marqué par des années d'épreuves inimaginables. Sous la photo, en lettres grasses, était imprimé « Rebecca Shaw, 8 ans, disparue à Denver, Colorado ». La date sur l'affiche remontait à 20 ans. Jasper fixa l'image, puis la jeune femme, Rebecca, qui avait survécu à 2 décennies de captivité pour se tenir devant lui aujourd'hui. Les implications le submergèrent comme une avalanche, chaque révélation plus horrible que la précédente. Elle avait 8 ans lorsqu'elle avait été enlevée. Elle avait passé plus de la moitié de sa vie dans cette cage, traitée comme un animal privé de tout contact humain et de toute civilisation, jusqu'à en oublier presque comment être humaine. Mais Thomas n'était pas son ravisseur. Il était son gardien. La cage avait été construite par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'avait enfermé jusqu'à ce que Thomas parvienne à lui rendre visite. Le mécanisme de sécurité, les provisions soigneusement préparées, les preuves d'une attention sincère. Thomas avait essayé de l'aider, pas de lui faire du mal, ce qui soulevait la question la plus terrifiante de toutes. Qui avait construit la cage au départ? Qui avait enlevé une fillette de 8 ans et l'avait cachée pendant 20 ans? Et surtout, qu'était-il arrivé à cette personne? Était-elle toujours en liberté, toujours dangereuse? Rebecca semblait comprendre sa confusion. Elle le conduisit à une dernière cachette, une planche mal fixée dans le mur de la grange qui dissimulait une petite cavité. Elle en retira un seul objet, un morceau de papier plié qui semblait avoir été manipulé à maintes reprises. C'était une note écrite de la main soignée de Thomas. « Si quelque chose m'arrive, prends Rebecca et fuis. Ils viendront la chercher quand ils se rendront compte que je suis parti. Ne fais confiance à personne en ville, le shérif est au courant. » Jasper lut la note 2 fois, les pièces du puzzle commençant à former une image qui le terrifiait. Thomas avait protégé Rebecca de quelqu'un, s'était occupé d'elle en secret, s'était préparé à l'éventualité qu'il ne survive pas aux jeux dangereux auxquels il jouait. La lettre du ministère de la Justice, les références à la coopération et aux mesures de sécurité. Thomas était impliqué dans quelque chose de bien plus important et dangereux que le simple fait d'aider une enfant disparue. Et maintenant, il était mort, laissant Rebecca aux soins d'un frère qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Comme pour souligner l'urgence de leur situation, le bruit d'un véhicule approchant sur le chemin du ranch leur parvint à travers les murs de la grange. Jasper se dirigea vers la fenêtre et vit une voiture de police du shérif entrer dans la cour, soulevant de la poussière et dans l'air calme du matin. Rebecca l'avait entendu aussi. Sans un mot, elle se fondit dans l'ombre de la grange, disparaissant si complètement que Jasper aurait pu croire qu'il avait imaginé toute son existence. Mais l'avis de recherche était toujours dans sa main. Une preuve vieille de 20 ans d'un crime qui avait apparemment été étouffé par des personnes en position d'autorité. La portière de la voiture de police claqua et Jasper entendit des bottes sur le gravier à l'extérieur. La personne qui arrivait était venue au pire moment possible, alors qu'il était le moins préparé à dissimuler ou à éluder les questions sur ce qu'il avait pu trouver sur la propriété de son frère.
Il plia l'avis de recherche et le glissa dans la poche de sa veste, son esprit cherchant à toute vitesse des explications possibles à sa présence dans la grange. Mais alors que les pas se rapprochèrent de l'entrée, il se rendit compte que les explications n'avaient peut-être aucune importance. Si la note de Thomas était exacte, si le shérif faisait effectivement partie du complot qui avait maintenu Rebecca cachée pendant 20 ans, alors Jasper venait d'hériter d'une guerre qu'il ne comprenait pas contre des ennemis qu'il ne pouvait identifier. La porte de la grange s'ouvrit en grinçant, et l'adjoint du shérif Crawford entra dans l'obscurité, la main posée nonchalamment sur la crosse de son arme de service. « Bonjour, Monsieur Consincade. » La voix de l'adjoint Crawford avait la neutralité habituelle des forces de l'ordre, mais ses yeux scrutaient déjà l'intérieur de la grange avec un intérêt plus que désinvolte. « J'ai appris que vous étiez de retour en ville. Toutes mes condoléances. » Jasper s'efforça de rester calme, s'appuyant sur ses 30 années de vie dans les montagnes, où la survie d'un homme dépendait souvent de sa capacité à déceler le danger dans le comportement des prédateurs. Crawford était à la chasse, mais on ne savait pas exactement à quoi. L'adjoint Jasper acquiesça d'un signe de tête. « Je viens juste vérifier l'état du bétail. » Thomas gardait apparemment des chevaux pour les habitants de la région. Crawford s'avança dans la grange, ses mouvements délibérés et contrôlés. C'était un homme corpulent, probablement dans la quarantaine, avec le regard doux de quelqu'un qui passe plus de temps derrière un bureau que sur le terrain. Mais ses yeux étaient vifs, ne manquant rien alors qu'il balayait les bottes de foin, les stalles vides, les ombres où Rebecca avait disparu quelques instants auparavant. « Puis-je vous demander ce que vous comptez faire de la propriété? » La question semblait lourde de sens, au-delà de sa signification apparente. Jasper garda une expression neutre, même si son instinct lui criait que cette conversation allait bien au-delà d'une simple préoccupation de voisinage. « Je n'ai pas encore décidé. Je dois d'abord régler la succession, voir quelles dettes doivent être payées. » Jasper se déplaça nonchalamment entre Crawford et l'endroit où la cage était cachée, espérant bloquer le champ de vision de l'adjoint. « Vous connaissiez bien Thomas? » « Assez bien. » L'attention de Crawford semblait se concentrer sur un coin particulier de la grange, l'endroit exact où Rebecca s'était cachée plus tôt. C'était un homme serviable, coopératif. Nous apprécions cela chez un citoyen. Le mot coopératif frappa Jasper comme un coup physique. C'était le même terme utilisé dans la lettre du ministère de la Justice qu'il avait trouvée dans le bureau de Thomas. Crawford connaissait les relations fédérales de Thomas, ce qui signifiait qu'il savait probablement de quoi Thomas protégeait Rebecca. « J'imagine que la coopération facilite votre travail, » dit Jasper avec prudence. Crawford reporta son attention sur Jasper, et pendant un instant, le masque de la courtoisie professionnelle glissa. Ce qui apparut alors était un visage calculateur, prédateur et totalement dépourvu de chaleur. En effet, votre frère comprenait l'importance de la stabilité de la communauté, de ne pas remuer de vieux problèmes qu'il valait mieux laisser enfouis. La menace était subtile mais indubitable. Crawford lui disait que Thomas avait gardé certains secrets et que Jasper serait bien avisé d'en faire autant. La présence du shérif adjoint ici si peu de temps après la mort de Thomas suggérait que ces secrets risquaient désormais d'être révélés. Thomas était toujours resté discret, acquiesça Jasper, espérant donner l'image d'un homme qui ne s'intéressait pas aux intrigues compliquées. C'est bon à entendre. Crawford se détendit légèrement, apparemment satisfait que Jasper comprenne la situation. Bien sûr, ayant vécu dans les montagnes toutes ces années, j'imagine que vous avez la même philosophie. On apprend à rester discret, à ne pas poser trop de questions sur des choses qui ne nous concernent pas. C'est vrai. Jasper laissa transparaître un léger accent montagnard dans sa voix, jouant le rôle d'un simple ermite qui ne souhaitait rien de plus que de retourner à sa vie solitaire. Je prévois de remonter dès que j'aurai réglé mes affaires ici. Crawford approuva d'un signe de tête. C'est probablement mieux ainsi. La vallée a changé depuis ton départ. Pas toujours dans le bon sens. Parfois, les vieux problèmes ont tendance à refaire surface quand les gens commencent à fouiner là où ils ne devraient pas. La conversation se poursuivit pendant quelques minutes. Crawford posait des questions apparemment innocentes sur les projets de Jasper, tout en cherchant subtilement à savoir s'il avait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Jasper répondait avec prudence, conservant l'image d'un héritier désintéressé qui ne souhaitait rien d'autre que terminer ses affaires et partir.
Mais pendant tout ce temps, son esprit travaillait fébrilement pour comprendre la signification de la présence de Crawford. Le shérif adjoint savait clairement que Rebecca existait, ou du moins le soupçonnait. Sa mention désinvolte d'anciens problèmes et de vieilles difficultés suggérait que sa disparition, 20 ans plus tôt, était liée à des activités criminelles impliquant les forces de l'ordre local. Après le départ de Crawford, qui avait promis de revenir régulièrement pour s'assurer que tout se passait bien, Jasper attendit 1 heure entière avant d'appeler Rebecca. Elle sortit de la cachette qu'elle s'était trouvée, se déplaçant avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait appris à devenir invisible lorsque cela était nécessaire. C'était intelligent, lui dit-il, même s'il doutait qu'elle comprenne les mots précis. Il te cherchait? Elle répondit par une série de sons doux qui confirmaient sans équivoque ses dires. Elle savait que Crawford le craignait. Elle comprenait exactement pourquoi sa présence représentait un danger. L'intelligence dans ses yeux devenait plus évidente à chaque interaction, et Jasper se surprit à se demander de quoi elle aurait été capable si son enfance ne lui avait pas été volée. Il passa le reste de la matinée à explorer la grange plus en détail, à la recherche d'autres preuves de l'implication de Thomas. Caché sous une planche mal fixée près des boxes à chevaux, il trouva quelque chose qui fit trembler ses mains lorsqu'il l'examina. Une petite poupée en bois sculptée avec un soin et un talent évident, mais grossière, ce qui suggérait qu'elle avait été fabriquée par quelqu'un disposant d'outils et de matériaux limités. La poupée était manifestement ancienne, sa surface usée par d'innombrables heures de manipulation. Elle était vêtue de minuscules morceaux de tissu qui avaient peut-être été colorés autrefois, mais qui avaient pâli pour devenir d'un brun et d'un gris indéfinissables. Le plus déchirant de tout, c'est qu'elle portait les marques indubitables d'avoir été serrée fermement dans les moments de terreur ou de désespoir. De petites entailles dans le bois où des ongles s'étaient enfoncés, des taches qui pouvaient être des larmes. Lorsqu'il montra la poupée à Rebecca, sa réaction fut immédiate et dévastatrice. Elle poussa un cri de pure angoisse et tendit de la main vers la petite figurine avec des mains tremblantes. Quand elle la tint dans ses bras, elle la serra contre sa poitrine et la berça légèrement, émettant de doux gémissements qui traduisaient des souvenirs trop douloureux pour être exprimés par des mots. Cela avait été son réconfort pendant les moments les plus difficiles, probablement son seul réconfort pendant des années. Quelqu'un, peut-être Thomas, peut-être même Rebecca elle-même, avait sculpté cette poupée pour donner à une fillette de 8 ans quelque chose à quoi s'accrocher dans l'obscurité de cette cage. En la regardant avec la poupée, Jasper sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un relâchement des défenses qu'il avait maintenues pendant 30 ans. Il s'était enfui dans les montagnes après des événements qu'il préférait oublier, à la recherche d'une vie où il ne serait plus jamais responsable du bien-être ou de la sécurité d'une autre personne. Mais en regardant Rebecca maintenant, en voyant la femme qu'elle avait réussi à devenir malgré tout ce qui lui avait été fait, il se rendit compte que certaines responsabilités ne pouvaient être évitées. Elle avait besoin de protection, et par accident ou par destin, il était la seule personne en mesure de la lui offrir. La visite de Crawford avait clairement montré que rester dans la vallée de Copper Creek était dangereux pour eux deux, mais s'enfuir semblait être une autre forme d'abandon. Rebecca avait été suffisamment abandonnée pour toute une vie. Cet après-midi-là, il commença à faire des préparatifs pratiques pour ce qui pourrait arriver ensuite. Il vérifia les limites du ranch, nota les voies d'évacuation possibles et fit l'inventaire des provisions qui pourraient être utiles s'il devait partir rapidement. Sa formation militaire, en sommeil depuis des décennies, recommença à se manifester. Les habitudes de réflexion tactique, de conscience de la situation et de planification d'urgence qui lui avaient autrefois permis de rester en vie en territoire hostile. Mais c'est la sortie progressive de Rebecca de sa coquille qui a apporté les moments les plus encourageants de la journée. Au fil des heures, aucune menace immédiate ne se matérialisant, elle commença à se détendre légèrement en sa présence. Elle l'observait travailler avec une curiosité évidente, émettant parfois de petits sons qui semblaient destinés à attirer son attention. Lorsqu'il répondait en nommant des objets ou en expliquant ce qu'il faisait, elle écoutait avec une intensité qui suggérait qu'elle essayait de réapprendre les codes de la communication humaine. Le soir venu, elle avait réussi à prononcer son premier mot reconnaissable, Jasper, même s'il ressemblait davantage à Jasper, avec l'accent sur la mauvaise syllabe. Le son de son nom dans sa voix le toucha plus fort qu'il ne l'avait prévu,
lui rappelant que sous son apparence sauvage se cachait une femme qui n'avait jamais renoncé à son humanité fondamentale. Alors que la nuit tombait sur la vallée de Copper Creek, Jasper se retrouva confronté à un avenir bien plus compliqué que le simple règlement de succession qu'il avait prévu. Rebecca était réelle. Elle était en danger et elle était désormais sous sa responsabilité, qu'il l'ait choisi ou non. L'ermite des montagnes, qui était descendu de son sanctuaire pour enterrer le passé, était sur le point de découvrir que certaines choses ne pouvaient être enterrées et que certaines dettes ne pouvaient être payées qu'avec un courage dont il n'était pas sûr de disposer encore. Cette découverte eut lieu 3 jours plus tard, alors que Jasper fouillait les effets personnels de Thomas à la recherche de quoi que ce soit qui puisse expliquer les liens de son frère avec le gouvernement fédéral. Rebecca s'était suffisamment familiarisée avec les lieux pour s'aventurer dans la maison pendant la journée, même si elle se réfugiait toujours dans la grange dès qu'un véhicule approchait sur la route départementale. Sa présence dans la maison était presque fantomatique. Elle se déplaçait silencieusement, touchait les objets avec un respect prudent et semblait particulièrement attirée par les photographies qui retraçaient l'histoire de la famille Conquête. C'est Rebecca qui a trouvé le compartiment secret dans le placard de la chambre de Thomas. Elle examinait un vieux portrait de famille lorsque quelque chose dans le mur derrière celui-ci a attiré son attention. Ses doigts, plus sensibles que les siens après des années de survie au toucher, détectèrent la subtile différence dans le bois qui indiquait un espace caché. À l'intérieur du compartiment, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvait un dossier contenant des documents qui transformèrent sa compréhension que Jasper avait de tout ce qu'il pensait savoir sur les dernières années de son frère. Le premier élément était une affiche de personnes disparues, dont les bords étaient usés à force d'avoir été manipulés, montrant la photo d'une jeune fille aux cheveux foncés et aux yeux intelligents. Mais ce n'était pas l'affiche de Rebecca. Il s'agissait de quelqu'un d'autre. La fille sur la photo était identifiée comme étant Melissa Torres, âgée de 9 ans, disparue à Grand Junction, dans le Colorado. La date sur l'affiche remontait à 15 ans. En dessous, il y avait d'autres affiches. Sarah Chen, 7 ans, disparue à Durango. Jennifer Valdez, 8 ans, disparue à Steamboat Springs. Amanda Wright, 10 ans, disparue à Boulder. Au total, 12 affiches couvrant une période de 23 ans, toutes représentant des enfants qui avaient disparu sans laisser de traces dans des communautés du Colorado et des États voisins. Toutes des filles, toutes âgées de 7 à 10 ans, toutes avec des caractéristiques physiques similaires, des cheveux foncés, une silhouette menue, le genre d'enfant que l'on pourrait facilement ne pas remarquer dans une foule. Mais c'est la 13e affiche qui a glacé Jasper. Comme les autres, celle-ci était neuve et impeccable. La photo était clairement récente. Elle montrait une fille qui ne pouvait pas avoir disparu depuis plus de quelques mois. Sa photo d'école souriait joyeusement sur le fond noir et blanc de l'affiche. Katie Morrison, 8 ans, disparue à Copper Creek, Colorado. La date sur l'affiche remontait à seulement 6 semaines. Cet enfant avait disparu de sa propre ville, pratiquement dans le jardin de Thomas, alors que celui-ci était censé coopérer avec les autorités fédérales pour démanteler le réseau responsable des autres disparitions. La réaction de Rebecca face aux affiches fut immédiate et dévastatrice. Elle poussa des cris de détresse qui ressemblaient presque à du langage humain, son langage corporel exprimant une angoisse qui transcendait les barrières de la communication. Elle toucha chaque photo de ses doigts tremblants, ses yeux reflétant une douleur qui témoignait d'une connaissance personnelle, d'une compréhension exacte de ce qui était arrivé à ses enfants, car elle-même y avait survécu. Quand elle est arrivée à l'affiche de Katie Morrison, elle a appuyé sa main à plat sur la photo et a émis un son qui était sans aucun doute un nom. Pas la prononciation anglaise, mais quelque chose d'assez proche pour que Jasper comprenne qu'elle essayait de dire Katie. Elle connaissait cet enfant, l'avait vu, avait peut-être même essayé de l'aider. Les implications étaient stupéfiantes. Le réseau qui avait enlevé Rebecca il y a 20 ans était toujours actif, opérant toujours dans et autour de Copper Creek Valley. Ils avaient enlevé Katie Morrison quelques semaines avant la mort de Thomas, ce qui signifiait que Jasper fut interrompu dans ses réflexions par la tension soudaine de Rebecca. Elle s'était approchée de la fenêtre et regardait prudemment à travers les rideaux, son langage corporel criant l'alarme. Suivant son regard, il vit ce qui avait attiré son attention. Un SUV noir aux vitres teintées roulait lentement sur la route départementale en direction du ranch.
Le véhicule s'approchait de manière délibérée, prédatrice. Il ralentit en passant devant l'entrée du ranch. Le conducteur examinait clairement la propriété avant de continuer sa route et de disparaître dans un virage. Mais Jasper en avait vu assez pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'un véhicule de passage. Le SUV avait des plaques d'immatriculation gouvernementale. Rebecca resta à la fenêtre pendant plusieurs minutes après la disparition du véhicule, sa vigilance absolue. Lorsqu'elle se retourna enfin vers lui, son expression était éloquente. Ils étaient surveillés, évalués, et les observateurs n'étaient pas amicaux. Ce soir-là, Jasper prit une décision qui allait à l'encontre de tous les instincts de survie qu'il avait développés au cours de ses 30 années de vie dans les montagnes. Au lieu de faire ses valises et de fuir avec Rebecca vers la sécurité relative des hautes terres, il décida d'approfondir ses recherches sur les secrets de Thomas. Les enfants disparus méritaient mieux que d'être oubliés. Et Katie Morrison, si elle était encore en vie, méritait d'être sauvée. Il commença par l'ordinateur de Thomas, une machine que son frère avait apparemment utilisée principalement pour correspondre avec les agences fédérales. L'historique des emails révéla une série de communications avec une personne identifiée uniquement sous le nom de A. Morrison, le même nom de famille que la fille disparue. Les emails étaient cryptiques, remplis de références à des colis, des livraisons et un stockage sécurisé, mais leur ton suggérait une relation basée sur la coopération mutuelle plutôt que sur la coercition. Un email daté de seulement 2 semaines avant la mort de Thomas était plus explicite que les autres. Le colis est arrivé endommagé. Consultation immédiate requise concernant les protocoles de réparation. La situation devient instable. Demande d'extraction si les protocoles échouent. Un autre a été envoyé seulement 3 jours avant la mort de Thomas. Extraction refusée. Maintenir la position actuelle. Des colis supplémentaires pourraient nécessiter un stockage. Faire preuve d'une extrême prudence. Le dernier email de la chaîne était celui envoyé par A. Morrison à Thomas. Il avait été envoyé la veille de sa mort. Colas compromis. Protocole de destruction autorisé. Protéger l'actif principal à tout prix. Jasper lut la correspondance 3 fois. Les pièces d'un puzzle plus vaste commençaient à s'assembler dans son esprit. Thomas ne se contentait pas de cacher Rebecca à ses ravisseurs. Il participait à une opération fédérale visant à démanteler le réseau responsable des disparitions. Les colis étaient les enfants disparus, et le ranch de Thomas était un refuge où les enfants secourus pouvaient être cachés pendant que des preuves étaient réunies contre leurs ravisseurs. Mais quelque chose avait mal tourné. L'opération avait été compromise. Thomas était mort et Katie Morrison était toujours portée disparue. L'atout principal mentionné dans le dernier email devait être Rebecca, la seule survivante capable de témoigner sur les méthodes du réseau et, éventuellement, identifier ses membres, ce qui expliquait pourquoi Crawford et la personne qui se trouvait dans le SUV noir étaient ainsi intéressés par ce que Jasper avait pu trouver sur la propriété. Rebecca n'était pas seulement une victime. Elle était le témoin de 20 ans de trafic systématique d'enfants, et son témoignage pouvait faire tomber des personnes occupant des postes de pouvoir et d'autorité considérables. Comme pour confirmer son analyse, Rebecca apparut dans l'embrasure de la porte du bureau de Thomas, se déplaçant avec la grâce silencieuse qui lui était désormais familière. Elle tenait dans ses mains quelque chose qui coupa le souffle à Jasper. Une carte rudimentaire dessinée sur ce qui semblait être un morceau de peau d'animal, marquée de symboles et de repères qui avaient clairement une signification pour elle. Elle s'approcha du bureau et étala la carte à côté de l'ordinateur de Thomas, puis commença à pointer du doigt divers endroits marqués à sa surface. Ses vocalisations étaient désormais plus pressantes, empreintes d'une insistance qui transcendait les barrières linguistiques. Elle essayait de lui dire quelque chose d'important, quelque chose qui concernait les enfants disparus et le réseau qui l'avait retenue captive. Un symbole apparaissait à plusieurs reprises sur la carte, un dessin rudimentaire qui pouvait représenter un bâtiment ou une structure, toujours situé près de ce qui semblait être des sources d'eau. En étudiant les marques plus attentivement, Jasper commença à reconnaître des points de repère de la région de Copper Creek Valley. Le ruisseau lui-même était clairement représenté, tout comme plusieurs formations rocheuses distinctives et ce qui pouvait être l'emplacement du ranch. Mais d'autres lieux étaient également indiqués, des endroits dans la vallée que Rebecca avait appris à connaître pendant sa captivité, des endroits où d'autres structures pouvaient être cachées, où d'autres victimes pouvaient être détenues.
Rebecca toucha un symbole en particulier, appuyant son doigt avec insistance sur la peau. L'endroit semblait se trouver à plusieurs kilomètres au nord du ranch, dans une zone de la vallée que Jasper se souvenait comme étant très boisée et rarement visitée. Elle fit son signe à Katie, puis toucha à nouveau le symbole. Le message était clair. Katie Morrison était détenue à cet endroit, et Rebecca savait comment la retrouver. Mais la secourir signifierait s'exposer à ceux qui surveillaient le ranch et révéler qu'ils en savaient beaucoup plus qu'ils ne le devraient sur les opérations du réseau. Cela signifierait abandonner la relative sécurité de leur cachette et passer à l'action contre des ennemis dont les capacités et les ressources restaient inconnues. En regardant l'expression déterminée de Rebecca devant la carte dessinée à la main, qui représentait son courage à préserver des informations cruciales malgré 20 ans de captivité, Jasper comprit que le choix avait déjà été fait. Certaines choses étaient plus importantes que la sécurité personnelle, et certaines dettes ne pouvaient être payées que par l'action. L'ermite des montagnes, qui n'avait recherché que la solitude, était sur le point de découvrir si 30 ans de paix avaient émoussé ses capacités guerrières. La fouille des affaires restantes de Thomas révéla des découvertes qui brossèrent un tableau de plus en plus complexe de ces dernières années. Caché dans un double fond de la commode de sa chambre, sous des couches de vêtements soigneusement rangées, Jasper trouva une collection qui le glaça jusqu'aux os. Des insignes de shérif provenant de 6 États différents, tous authentiques et portant les traces d'une utilisation régulière. Ces insignes n'étaient ni des souvenirs ni des objets de collection. Ils représentaient des titres de police en vigueur dans le Colorado, le Wyoming, l'Utah, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et le Montana. Chacun était délivré sous différentes variantes du nom de Thomas, Thomas Kincaid, Tom Kincaid, T.J. Kincaid, Thomas King, Tom King et T.J. King. Les photos sur les cartes d'identité qui les accompagnaient montraient de subtiles modifications de l'apparence, des coiffures différentes, une barbe, voire ce qui semblait être des changements esthétiques mineurs, mais il s'agissait indubitablement de son frère. Plus troublantes encore étaient les dates de délivrance. Les cartes couvraient une période de 15 ans, ce qui suggérait que Thomas avait construit et entretenu plusieurs identités de policiers dans l'Ouest montagneux pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Ce n'était pas le travail d'un simple éleveur qui s'était retrouvé par hasard à coopérer avec les autorités fédérales. Il s'agissait d'une couverture soigneusement élaborée par quelqu'un opérant au cœur d'un réseau criminel. La réaction de Rebecca face au badge fut immédiate et viscérale. Lorsque Jasper les lui a montrés, elle a reculé comme s'il s'agissait de serpents venimeux, poussant des cris de détresse qui ne laissaient aucun doute sur le fait qu'elle associait les forces de l'ordre au danger et à la trahison. Elle désigna un badge en particulier, celui du shérif du Colorado, et appela Thomas, mais d'un ton qui suggérait la confusion, voire la trahison. Elle avait connu Thomas comme son protecteur, son salut, celui qui l'avait sauvé de la cage et des cruautés qui avaient marqué sa captivité. Mais ces badges représentaient l'autorité, la même autorité qui n'avait pas réussi à la sauver, qui avait peut-être même participé à son emprisonnement. Cette dissonance cognitive était clairement douloureuse à accepter pour elle. Jasper passa l'après-midi à étudier les badges et à essayer de comprendre leur signification. Le brevet suggérait que Thomas avait construit un réseau de fausses identités qui lui permettait d'opérer au-delà des frontières de l'État pour enquêter et infiltrer le réseau de trafic depuis des positions d'autorité et de confiance. Mais cela soulevait également des possibilités plus sombres, à savoir que Thomas lui-même faisait partie du réseau et utilisait ses badges de policier pour faciliter la capture et le transport des victimes. La vérité, lorsqu'elle finit par émerger, vint d'une source inattendue. En examinant de plus près le badge du Colorado, Jasper remarqua quelque chose qui lui avait initialement échappé. Une petite modification à la surface du badge, si subtile qu'elle était presque invisible. Quelqu'un avait soigneusement gravé un minuscule symbole dans le métal. Une marque qui correspondait à l'un des symboles que Rebecca avait dessiné sur sa carte cachée. Lorsqu'il montra le badge marqué à Rebecca, sa réaction fut totalement différente de sa peur initiale. Elle toucha le petit symbole avec révérence, émettant des sons doux qui traduisaient de la gratitude et de l'affection. Ce n'était pas le badge de son ravisseur. C'était un signal, un moyen pour Thomas de s'identifier auprès de ses victimes comme quelqu'un de confiance. Cette prise de conscience frappa Jasper comme un coup physique.
Thomas ne faisait pas partie du réseau de traite. Il travaillait à le détruire de l'intérieur. Ses multiples identités dans les forces de l'ordre n'étaient pas des couvertures pour des activités criminelles, mais des outils qui lui permettaient d'enquêter au-delà des frontières juridictionnelles, de monter des dossiers contre des auteurs qui utilisaient leur propre position d'autorité pour commettre et dissimuler leurs crimes. Mais si Thomas était l'un des gentils, pourquoi l'opération fédérale avait-elle échoué? Pourquoi Katie Morrison était-elle toujours portée disparue? Et surtout, qui avait tué Thomas avant qu'il ne puisse mener à bien sa mission? La réponse à cette dernière question commença à se dessiner alors que Jasper poursuivait son enquête dans la maison. Dans la cuisine de Thomas, caché derrière une planche mal fixée dans le mur du garde-manger, il trouva des preuves que la mort de son frère n'était peut-être pas due à une crise cardiaque naturelle, comme le décrivait la lettre de l'avocat. La cachette contenait un petit enregistreur numérique et une collection de flacons médicaux, chacun étiqueté avec des noms pharmaceutiques que Jasper ne reconnaissait pas, mais qui ressemblaient étrangement au type de médicaments pouvant être utilisés pour simuler une insuffisance cardiaque. L'enregistreur contenait un seul message enregistré par Thomas quelques jours avant sa mort. Si vous entendez ceci, c'est qu'ils m'ont rattrapé avant que je puisse terminer le travail. Le réseau est plus vaste que nous le pensions. Et il va plus haut que nous ne le soupçonnions. Le bureau du shérif est compromis. Crawford est corrompu. Probablement d'autres aussi. Notre contact au niveau fédéral était l'agent Morrison à Denver, mais ne faites confiance à personne d'autre. La fille dans la grange est Rebecca Shaw. C'est notre meilleur témoin. Peut-être notre seul témoin. Protégez-la. Utilisez la carte qu'elle a dessinée pour trouver les lieux de détention actuels. Katie Morrison est encore en vie, mais pas pour longtemps, s'ils se rendent compte que l'opération a échoué. L'enregistrement se poursuivait avec des instructions spécifiques sur les protocoles d'urgence, les refuges et les contacts fédéraux dignes de confiance. Mais c'est la dernière partie qui a le plus touché Jasper. Jasper, si c'est toi qui trouves ceci, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé entre nous. Je sais que tu te reproches ce qui s'est mal passé pendant notre service, mais ce n'était pas ta faute, j'aurais dû te le dire il y a 30 ans. Le travail que j'ai accompli pour essayer de sauver ces enfants, comme ma façon de payer le silence que j'ai gardé à l'époque. Parfois, la seule façon de vivre avec soi-même est de tout risquer pour quelque chose qui compte plus que sa propre survie. Le message s'arrêtait là, laissant Jasper fixer l'enregistreur avec des émotions qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis 3 décennies. Thomas était au courant de son service militaire, des événements qui l'avaient poussé à se réfugier dans les montagnes. Plus encore, Thomas avait compris la culpabilité qui avait défini la vie adulte de Jasper et avait trouvé sa propre façon d'affronter des démons similaires. Rebecca apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, se déplaçant avec une grâce silencieuse qui ne le surprenait plus. Elle s'approcha prudemment, l'air interrogateur, comme si elle pouvait sentir le tumulte émotionnel que l'enregistrement avait déclenché. Lorsqu'elle fut assez proche, elle tendit la main et lui toucha le bras. Le même geste de réconfort qu'elle avait fait dans la grange, mais teinté cette fois d'une compréhension certaine. « Il essayait de vous sauver », dit Jasper à voix haute, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas comprendre les mots. « Vous tous, et ils l'ont tué pour ça. » Rebecca émit un petit bruit qui pouvait être un signe d'assentiment, puis se dirigea vers la fenêtre et regarda prudemment dehors. Sa vigilance était devenue constante ces derniers jours, et Jasper se rendit compte qu'elle était probablement plus sensible aux menaces potentielles que lui. 20 ans de captivité avaient aiguisé son instinct de survie, comme pour valider sa prudence. Le bruit de véhicules approchant leur parvint à travers les murs de la cuisine. Mais ce n'était pas la seule voiture ou le seul SUV auquel il s'était habitué. Il s'agissait de plusieurs véhicules se déplaçant rapidement et avec détermination. La réaction de Rebecca fut immédiate. Elle attrapa Jasper par le bras et l'éloigna de la fenêtre. Son urgence communiquait ce que les mots ne pouvaient exprimer. Ils étaient en danger immédiat et le temps de se cacher et d'enquêter venait de prendre fin. À travers la fenêtre de la cuisine, Jasper pouvait voir des nuages de poussière s'élever de la route départementale. Au moins 3 véhicules, peut-être plus, se dirigeaient tous directement vers le ranch. L'approche était coordonnée, agressive, le genre de mouvement qui suggérait que ces personnes en avaient assez de la surveillance et étaient prêtes à passer à l'action. Rebecca se dirigeait déjà vers l'arrière de la maison, ses mouvements rapides et déterminés. Elle savait quelque chose qu'il ignorait
Elle s'était préparée à cette éventualité d'une manière que ses 30 années de vie dans les montagnes ne lui avaient pas appris à anticiper. Alors que le bruit des moteurs devenait plus fort, elle le conduisit vers ce qui semblait être une entrée de cave qu'il avait remarquée auparavant. Un autre secret de Thomas, une autre éventualité dans un plan qui avait mis des années à se mettre en place. Le premier véhicule s'engagea dans l'allée du ranch au moment où Rebecca ouvrait la porte dissimulée de la cave, révélant un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. Quoi que Thomas ait préparé, quelle que soit la confrontation finale qu'il ait anticipée, le moment était venu, et Jasper était sur le point de découvrir si un ermite des montagnes pouvait devenir le protecteur dont Rebecca avait désespérément besoin. La cave à légumes était bien plus élaborée que ne le suggérait sa simple entrée. Ce qui semblait être un simple espace de stockage de nourriture était en fait une salle sécurisée sophistiquée, équipée d'un éclairage alimenté par batterie, de matériel de communication et de provisions suffisantes pour subvenir aux besoins de 2 personnes pendant plusieurs semaines. Plus important encore, elle était reliée à un réseau de tunnels qui s'étendait bien au-delà des fondations du ranch. Rebecca se déplaçait dans cet espace souterrain avec une aisance évidente, ses mains trouvant les interrupteurs et les provisions dans l'obscurité avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps à se préparer à ce moment. Elle conduisit Jasper plus profondément dans le réseau de tunnels, suivant des passages creusés dans la roche naturelle sous la vallée de Copper Creek. Les tunnels étaient anciens que le ranch, plus anciens que tous les bâtiments de la vallée. Jasper reconnut les techniques de construction grâce à sa connaissance des opérations minières dans la région. Ces passages avaient été créés à l'époque de la ruée vers l'or et faisaient partie d'un vaste réseau de tunnels d'exploration qui sillonnaient le fond de la vallée. Thomas avait simplement adapté les infrastructures existantes à ses propres fins, créant des voies d'évacuation et des cachettes dont la plupart des gens avaient oublié l'existence. Alors qu'ils avançaient dans les tunnels, Rebecca s'arrêtait régulièrement à des endroits qui semblaient aléatoires, appuyant sa main contre certaines pierres du mur. Chaque pression révélait une nouvelle cachette, une nouvelle réserve de provisions ou d'équipements que Thomas avait disposé dans tout le réseau souterrain. L'homme se préparait à cette éventualité depuis des années, créant une infrastructure secrète qui lui permettrait de poursuivre ses activités même si sa base principale était compromise. Une cachette contenait quelque chose qui fit s'arrêter Jasper Cold. Une carte détaillée du réseau de tunnels, dessinée avec la même précision minutieuse qui caractérisait la carte cachée de Rebecca. Mais cette version montrait bien plus que la zone immédiate autour du ranch. Le réseau s'étendait à travers toute la vallée, reliant les sous-sols des bâtiments de la ville, émergeant dans des endroits reculés à des kilomètres de toute route, et, plus inquiétant encore, croisant ce qui semblait être d'autres installations souterraines marquées des mêmes symboles que ceux utilisés par Rebecca pour indiquer les lieux de détention. L'ampleur de ce que Thomas avait découvert était stupéfiante. Le réseau de trafic n'utilisait pas seulement des bâtiments isolés ou des endroits reculés pour détenir ses victimes. Il utilisait les infrastructures minières oubliées de la vallée, créant un monde caché sous la surface où les enfants pouvaient être détenus, déplacés et transportés sans risque d'être découverts par hasard. Rebecca toucha un endroit de la carte des tunnels avec une insistance particulière, appelant Katie tout en lui montrant un passage qui bifurquait de leur itinéraire actuel. Le symbole à cet endroit correspondait à celui qu'elle avait identifié plus tôt comme étant la prison actuelle de Katie Morrison. Mais selon la carte, pour atteindre cet endroit, il fallait parcourir plusieurs kilomètres de passages souterrains, dont certains étaient marqués de symboles d'avertissement suggérant une instabilité structurelle ou d'autres dangers. Au-dessus d'eux, le bruit de pas lourds et de voix filtrait à travers la pierre et la terre. Leurs poursuivants avaient atteint la maison et procédaient à une fouille minutieuse. Jasper pouvait entendre des meubles être déplacés, des portes claquer et les ordres secs de personnes qui avaient clairement de l'autorité et ne se souciaient pas des dommages matériels. Mais c'est la conversation qui le fit frissonner le plus. Les voix discutaient de protocoles de désinfection et de récupération d'actifs en utilisant la même terminologie clinique que celle employée par les correspondants fédéraux de Thomas. Il ne s'agissait pas d'agents des forces de l'ordre locales menant une enquête de routine. C'étaient des personnes qui savaient exactement ce qu'elles cherchaient et qui disposaient des ressources nécessaires pour mener une opération de grande envergure. Rebecca tira sur sa manche, son impatience était évidente.
Elle voulait s'enfoncer plus profondément dans le réseau de tunnels, loin de la menace immédiate qui pesait au-dessus d'eux. Mais Jasper se trouvait déchiré entre le besoin de s'échapper et la certitude grandissante que fuir ne ferait que retarder l'inévitable confrontation. Katie Morrison se trouvait quelque part dans ce labyrinthe souterrain, et chaque heure de retard réduisait les chances de la retrouver vivante, comme si elle lisait dans ses pensées. Rebecca sortit quelque chose d'une des caches de ravitaillement, un petit carnet que Thomas avait apparemment laissé précisément pour cette situation. Les pages contenaient des informations détaillées sur les opérations du réseau de trafic, notamment les horaires, le personnel et, surtout, les schémas de rotation pour le transfert des victimes entre les sites de détention. Selon les notes de Thomas, les victimes étaient généralement détenues dans un lieu donné pendant 72 heures au maximum avant d'être transférées afin d'empêcher toute opération de sauvetage. Katie Morrison avait disparu depuis 6 semaines, ce qui signifiait qu'elle avait été transférée plusieurs fois à travers le réseau. Mais les notes indiquaient également que le sort final des victimes, soit leur vente à des acheteurs, ou leur élimination si elles étaient considérées comme trop risquées, se décidait généralement dans un centre qui servait de quartier général au réseau. L'emplacement de ce centre était indiqué sur la carte des tunnels de Thomas, identifié par un symbole plus grand et plus élaboré que tous les autres. Il était situé à l'extrémité de la vallée, sous ce qui semblait être un complexe minier abandonné depuis des décennies. Plus inquiétant encore, les notes de Thomas indiquaient que l'installation devait être nettoyée dans les jours suivant sa mort, ce qui suggérait que le réseau s'était préparé à éliminer les preuves et les témoins avant de délocaliser ses opérations. Si Katie Morrison était encore en vie, elle se trouvait dans cette installation centrale. Et si les informations de Thomas étaient exactes, il ne lui restait plus beaucoup de temps. Rebecca semblait également comprendre l'urgence de la situation. Elle montra à Jasper un autre objet trouvé dans la caisse, un engin explosif rudimentaire mais efficace que Thomas avait apparemment fabriqué à partir de matériel minier. Les anciens tunnels contenaient beaucoup de dynamite et de matériel de dynamitage datant de l'époque de la ruée vers l'or, et Thomas avait utilisé ces ressources pour créer des armes pouvant être utilisées contre les infrastructures du réseau. Le plan qui ressortait des notes de Thomas était audacieux et dangereux. Le centre principal était accessible par le réseau de tunnels, mais il fallait pour cela passer plusieurs points de contrôle où le réseau assurait la sécurité. Les explosifs pouvaient servir à créer des diversions pour faire s'effondrer les passages derrière eux afin d'empêcher toute poursuite ou en dernier recours pour détruire complètement le centre si le sauvetage s'avérait impossible. Mais tenter cette mission signifierait abandonner toute possibilité de fuite. Le réseau de tunnels comportait plusieurs sorties, mais toutes étaient désormais probablement sous surveillance. Une fois qu'ils se seraient engagés à atteindre l'installation centrale, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Au-dessus d'eux, les bruits de la recherche devenaient de plus en plus systématiques et minutieux. Jasper pouvait entendre ce qui semblait être des équipements de forage ou de découpe, ce qui suggérait que leurs poursuivants connaissaient l'existence du réseau souterrain ou étaient prêts à créer leurs propres points d'accès. Rebecca lui toucha le bras et lui montra un passage spécifique sur la carte du tunnel, l'itinéraire qui menait vers l'installation centrale. Son expression traduisait une question qui transcendait les barrières linguistiques. Était-il prêt à tout risquer pour un enfant qu'il n'avait jamais rencontré? En se basant sur les informations fournies par un homme mort et les conseils d'une femme qui avait passé 20 ans à apprendre à survivre dans un monde que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. La réponse venait d'un endroit plus profond que le calcul rationnel. Il y a 30 ans, Jasper avait échoué à protéger les personnes qui dépendaient de lui, et cet échec l'avait poussé à chercher refuge dans la solitude. Mais la solitude n'était qu'une autre forme d'abandon, et certains échecs ne pouvaient être rachetés que par l'action. Il prit l'engin explosif et fit un signe de tête à Rebecca. Quoi qu'il y ait dans l'obscurité du réseau de tunnels, quels que soient les dangers qui les attendaient dans l'installation centrale, ils les affronteraient ensemble. L'ermite des montagnes était sur le point de découvrir si les compétences qui lui avaient permis de survivre dans la nature sauvage pourraient lui servir dans une guerre contre des ennemis qui avaient transformé la Terre elle-même en une prison pour les innocents. Le trajet à travers le réseau de tunnels dura 3 heures, suivant des passages qui semblaient s'enfoncer de plus en plus profondément dans la terre à chaque kilomètre parcouru. Rebecca avançait avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà parcouru ces galeries,
tandis que Jasper avait du mal à concilier l'infrastructure sophistiquée qu'il rencontrait avec sa compréhension de l'histoire de la vallée. Ce n'étaient pas de simples tunnels miniers. Quelqu'un avait investi beaucoup de temps et de ressources pour agrandir et moderniser le réseau souterrain en installant des systèmes électriques, de ventilation et de communication qui suggéraient une utilisation professionnelle continue. Le réseau de trafic avait essentiellement créé un monde parallèle sous la vallée de Copper Creek, avec des installations de stockage, des zones de détention et des couloirs de transport permettant de déplacer des personnes et des marchandises à travers la région. Sans aucune détection en surface, c'est au troisième point de contrôle, une jonction où plusieurs passages convergeaient, que Rebecca le conduisit à une cachette qui allait changer à jamais sa compréhension de ce à quoi ils étaient confrontés. Celle-ci était dissimulée derrière un faux mur auquel seule sa connaissance spécifique lui permettait d'accéder. Thomas avait dissimulé ce qui semblait être ses dossiers de renseignement les plus sensibles. Mais parmi les documents se trouvait quelque chose qui fit trembler les mains de Jasper lorsqu'il l'examina. Une plaque d'identité militaire portant son propre nom, son grade et son numéro matricule. Le métal était terni par le temps et la chaîne était cassée, comme si elle avait été arrachée violemment. Il n'avait pas vu cette plaque depuis 30 ans. Il n'avait même pas réalisé qu'elle s'avait disparu jusqu'à cet instant. Où Thomas avait-il trouvé cela? Murmura-t-il, mais Rebecca ne comprit pas la question. La réponse se trouvait dans les dossiers que Thomas avait cachés avec la plaque d'identité. Page après page, des dossiers militaires, des évaluations psychiatriques et des documents classifiés liés à l'opération Blackwater. Une mission que Jasper avait passé 3 décennies à essayer d'oublier. Mais il ne s'agissait pas seulement de ces dossiers. Thomas avait réussi à obtenir des documents sur l'ensemble de l'opération, y compris des détails qui avaient été classés bien au-dessus du niveau d'habilitation de sécurité de Jasper. Blackwater était une force opérationnelle civile et militaire conjointe conçue pour lutter contre la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est pendant les dernières années du conflit au Vietnam. L'unité de Jasper avait été chargée d'assurer la sécurité et le soutien tactique des raids sur les installations où des prisonniers de guerre américains et des civils locaux étaient détenus pour être vendus à diverses organisations criminelles. Mais l'opération avait été compromise dès le début. Une personne disposant d'un accès de haut niveau avait fourni des renseignements au réseau de traite, leur permettant d'anticiper les raids prévus. Ce qui aurait dû être des missions de sauvetage s'était transformé en embuscade élaborée, et l'unité de Jasper était tombée dans piège après piège, perdant de bons soldats, tandis que les trafiquants qu'il traquait restaient hors d'atteinte. La dernière mission avait été la pire. Les renseignements indiquaient l'existence d'une grande installation détenant des dizaines de prisonniers de guerre américains juste de l'autre côté de la frontière cambodgienne. L'équipe de Jasper avait été chargée d'assurer la sécurité d'une opération de sauvetage qui devait être l'aboutissement de plusieurs mois de planification minutieuse. Au lieu de cela, ils avaient trouvé une installation vide et une compagnie de soldats nord-vietnamiens qui les attendaient en embuscade. La moitié de l'unité de Jasper avait péri dans les premières minutes du combat et les survivants avaient été contraints de battre en retraite, abandonnant les blessés qui avaient été capturés et n'avaient jamais été retrouvés. Cet échec avait mis fin à l'opération Blackwater et laissé Jasper rongé par la culpabilité qui allait marquer le reste de sa vie. Mais les dossiers de Thomas révélaient quelque chose que Jasper n'avait jamais su, quelque chose qui remettait en perspective tout ce qu'il avait cru savoir sur cette dernière mission. L'échec des services de renseignement n'était pas un accident, ni le résultat d'une interception ennemie. L'opération avait été délibérément sabotée par quelqu'un au sein de la structure de commandement américaine, quelqu'un qui était payé par les mêmes réseaux de trafic qu'ils étaient censés démanteler. Plus effrayant encore, les dossiers montraient que l'échec de l'opération Blackwater n'avait pas mis fin au réseau de trafic. Il leur avait simplement permis de se déplacer et d'étendre leurs opérations. Les mêmes organisations criminelles qui opéraient en Asie du Sud-Est pendant la guerre avaient fini par établir de nouvelles bases opérationnelles dans l'Ouest américain, profitant de la géographie isolée et de la faible densité de population pour recréer les mêmes systèmes qu'elles avaient perfectionnés. À l'étranger, la plaque d'identité n'était pas seulement un souvenir de son service militaire. Elle était la preuve que le réseau de trafic opérant dans la vallée de Copper Creek était lié aux mêmes organisations qui avaient tué ses soldats 30 ans auparavant. Thomas avait réussi à établir un lien entre l'opération Blackwater et la crise actuelle
en suivant une piste qui menait des jungles vietnamiennes aux montagnes du Colorado. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. Dans la dernière partie des dossiers de Thomas, Jasper trouva des documents montrant que le même officier militaire qui avait saboté l'opération Blackwater était toujours en vie, toujours actif et occupait actuellement un poste de haut fonctionnaire au ministère de la Justice. L'homme qui avait vendu des soldats américains à des trafiquants vietnamiens 3 décennies plus tôt, Hager était désormais en mesure de protéger et de coordonner des opérations similaires sur le sol américain. L'agent Morrison, le contact fédéral mentionné dans la correspondance de Thomas, n'était pas simplement un autre enquêteur travaillant sur l'affaire. Selon les dossiers, Morrison était le fils du colonel Richard Morrison, l'officier qui avait trahi l'opération Blackwater. L'enquête en cours n'était pas une tentative de démanteler le réseau de trafic. Il s'agissait d'un effort soigneusement orchestré pour éliminer les témoins et les preuves avant que le réseau ne déménage pour éviter d'être découvert. Thomas n'avait pas coopéré avec les autorités fédérales pour dénoncer les trafiquants. Il leur avait fourni des informations tout en recueillant secrètement des preuves qui pourraient être utilisées pour démanteler toute la conspiration. Mais il était mort avant d'avoir pu révéler ce qu'il avait découvert, laissant Rebecca comme seul témoin capable de témoigner sur les opérations du réseau. Rebecca semblait percevoir l'impact émotionnel de ces découvertes. Elle s'approcha prudemment, émettant de doux sons réconfortants, tout en observant son visage de ses yeux intelligents qui ne manquaient rien. Lorsqu'elle tendit la main pour toucher la plaque d'identité qu'il tenait entre ses mains, son expression montra qu'elle reconnaissait non pas l'objet en lui-même, mais la douleur que sa présence représentait. Elle savait que ce moment arriverait et comprenait que son enquête sur les secrets de Thomas finirait par révéler des vérités douloureuses sur son propre passé. À sa manière, elle l'avait préparé à cette révélation, l'aidant à développer la force émotionnelle nécessaire pour affronter non seulement le danger présent, mais aussi la culpabilité et le traumatisme qui avaient façonné sa vie d'adulte. Il savait, dit Jasper à voix haute, les mots résonnant dans le silence du tunnel. Thomas savait pour Blackwater, savait pour Morrison, savait que tout ce dont je m'étais reproché était causé par la trahison de quelqu'un d'autre. Rebecca émit un son qui ressemblait presque à un langage humain, une vocalisation qui traduisait son accord et sa compréhension. Elle avait passé 20 ans à survivre dans un monde où la trahison était constante et où la confiance était mortelle. Mais elle avait aussi appris à reconnaître la différence entre ceux qui causaient du tort et ceux qui en souffraient. Le bruit de pas qui se rapprochaient résonnait dans les tunnels, encore lointains, mais de plus en plus proches. Leurs poursuivants avaient trouvé l'entrée du tunnel et suivaient leur itinéraire à travers le réseau souterrain. Le temps de la révélation et de la réflexion touchait à sa fin, et le moment d'agir était venu. Mais Jasper n'était plus le même homme qui était descendu dans ces tunnels quelques heures plus tôt. La découverte des dossiers de Thomas avait levé le poids de la culpabilité qui pesait sur lui depuis 30 ans, le remplaçant par une clarté d'esprit qu'il n'avait plus ressentie depuis son service militaire. Les ennemis auxquels il faisait face maintenant étaient les mêmes que ceux qui avaient tué ses soldats au Vietnam, qui avaient trahi les militaires américains pour le profit, qui continuaient à tirer profit de la souffrance humaine des décennies plus tard. Rebecca rassembla les dossiers de Thomas et les explosifs, ses mouvements rapides et efficaces. Elle comprenait que leur mission avait pris une nouvelle dimension, que le sauvetage de Katie Morrison faisait désormais partie d'une confrontation plus large avec des forces qui opéraient dans l'ombre depuis des décennies. Alors qu'ils se préparaient à poursuivre leur route vers le centre, Jasper réalisa que le plus grand cadeau de son frère n'était pas les dossiers des services secrets, ni les itinéraires de fuite, ni même les armes que Thomas avait laissées derrière lui. Son plus grand cadeau était de la vérité. La prise de conscience que certains échecs n'étaient pas du tout des échecs, mais le résultat inévitable d'une lutte contre des ennemis prêts à tout sacrifier. Et n'importe qui pour le profit, l'ermite des montagnes qui avait passé 30 ans à fuir son passé était sur le point d'affronter les personnes qui avaient créé ce passé. Et cette fois, il ne se battrait pas comme un soldat naïf suivant des ordres corrompus, mais comme un homme qui comprenait exactement à quoi il était confronté. L'installation centrale se révéla progressivement à mesure qu'ils approchaient de la dernière partie du tunnel. Ce qui était autrefois une exploitation minière légitime avait été transformé en quelque chose de bien plus sinistre, un complexe souterrain sophistiqué qui combinait l'infrastructure d'une mine industrielle avec les dispositifs de sécurité
d'une installation militaire. Le système de tunnel se terminait par une lourde porte en acier qui semblait avoir été récemment installée et entretenue. Rebecca s'en approcha avec une familiarité évidente, ses doigts trouvant un panneau caché qui révéla un système de verrouillage électronique. Mais au lieu d'essayer d'accéder à la serrure, elle conduisit Jasper vers une autre cachette située à proximité. Cette dernière cachette contenait l'équipement le plus sophistiqué de Thomas. Des lunettes de vision nocturne, du matériel de communication tactique et, surtout, un petit appareil qui semblait être une sorte d'outil de guerre électronique. Selon les brèves instructions que Thomas avait laissées avec cet appareil, celui-ci pouvait perturber les systèmes de sécurité de l'installation pendant environ 15 minutes, ce qui était suffisant pour infiltrer le complexe et localiser les prisonniers qui y étaient détenus. Mais c'est le dernier élément de la cachette qui fournissait les informations les plus cruciales. L'émetteur radio d'urgence de Thomas, un appareil de communication militaire qui avait été modifié pour se connecter directement aux agences fédérales chargées de l'application de la loi. L'appareil contenait des messages enregistrés que Thomas avait préparés mais n'avait jamais eu l'occasion d'envoyer, notamment des informations détaillées sur le réseau de trafic et des preuves spécifiques de la corruption de l'agent Morrison. Jasper a activé l'émetteur et a écouté le dernier briefing de son frère. La voix de Thomas était calme et professionnelle, mais derrière cette précision militaire se cachait une urgence qui trahissait un homme conscient que le temps lui était compté. Ici, l'agent Thomas Cunningham, numéro d'identification fédérale 77492 Alpha. Je transmets ce message dans le cadre des protocoles d'urgence concernant l'opération Sanctuaire. Le réseau de trafic sur lequel nous enquêtons est compromis au plus haut niveau. L'agent Morrison n'est pas un enquêteur fédéral légitime. Il est le commandant opérationnel du réseau. Nous tentons de le démanteler. Le centre névralgique est situé sous le complexe minier abandonné de Copper Creek. Coordonnées 39,643 nord, 106,891 ouest. Selon les renseignements actuels, 17 victimes sont détenues à cet endroit. Parmi elles figure Katie Morrison, 8 ans, enlevée à Copper Creek il y a 6 semaines. Les protocoles de sécurité sont très stricts. Détecteurs de mouvement, serrures électroniques, gardes armés assurant des rotations de 12 heures. Le personnel de l'installation comprend l'adjoint du shérif Crawford, le maire Phillips et le contremaître Stevens de la compagnie minière. Tous sont armés et ont pour ordre d'éliminer les témoins si l'installation est compromise. Le témoin principal, Rebecca Shaw, est en sécurité chez moi. Elle possède une connaissance approfondie des opérations du réseau depuis 20 ans et peut fournir un témoignage suffisant pour poursuivre toutes les parties impliquées. Protégez-la à tout prix. Si vous recevez cette transmission, c'est que je suis probablement mort ou compromis. Exécutez immédiatement les protocoles d'urgence. Ne faites confiance à aucun membre des forces de l'ordre local. Les renforts fédéraux doivent provenir uniquement du bureau local de Denver. Contactez l'agent Sarah Chen. Identification 673 Bravo. Hors d'attache, 15 novembre, 3 heures. L'enregistrement se terminait par des détails techniques spécifiques sur la disposition de l'installation, les rotations des gardes et les failles de sécurité que Thomas avait observées lors de son infiltration du réseau. Mais c'est la référence aux 17 victimes qui a le plus frappé Jasper. Katie Morrison n'était pas la seule enfant détenue dans le complexe souterrain. La mission de sauvetage venait de devenir exponentiellement plus compliquée et urgente. Rebecca avait écouté attentivement le message enregistré et, bien qu'elle ne comprenait pas les mots précis, elle reconnaissait clairement le ton et l'urgence. À la fin de la transmission, elle émit des sons qui ressemblaient presque à de la parole humaine, pointant du doigt la porte en acier puis elle-même, indiquant qu'elle connaissait la disposition des lieux au-delà des gestes et des simples dessins dans la poussière du tunnel. Rebecca commença à dessiner un plan du complexe pour Jasper. Les lieux comprenaient 3 sections principales. Une zone d'accueil où les nouvelles victimes étaient enregistrées, une zone de détention avec des cellules individuelles pour les captifs de longue durée, et ce qui semblait être une zone de préparation où les victimes étaient préparées pour être transportées vers leurs acheteurs. D'après le plan sommaire de Rebecca, les enfants étaient probablement détenus dans la section centrale, qui était la plus surveillée et la plus isolée des entrées du complexe. Pour les atteindre, il faudrait passer par plusieurs points de contrôle de sécurité et potentiellement affronter plusieurs gardes armés.
Mais Rebecca avait des avantages qu'aucune équipe d'assaut extérieure ne pouvait avoir. Elle connaissait parfaitement la disposition du complexe, comprenait les schémas de rotation des gardes et, surtout, savait comment les victimes réagiraient à une tentative de sauvetage. Les enfants qui avaient été détenus pendant de longues périodes se méfiaient souvent de toute personne prétendant leur offrir de l'aide. Ayant appris que de telles promesses étaient généralement suivies d'un traitement encore pire, Jasper se retrouva à puiser dans sa formation militaire qu'il n'avait pas utilisée depuis 30 ans. Ses compétences étaient toujours là. La capacité de se déplacer silencieusement, d'évaluer des situations tactiques, de prendre des décisions rapides sous pression, mais les mettre au service du sauvetage d'enfants plutôt que de mener des opérations militaires lui semblait être une rédemption. Malgré toutes les erreurs qu'il avait commises pendant l'opération Blackwater, le dispositif de guerre électronique fonctionnait exactement comme Thomas l'avait promis. Une fois activé, il provoquait une cascade de pannes dans les systèmes de sécurité du complexe, entraînant le dysfonctionnement des caméras, des lectures erronées des détecteurs de mouvement et le passage des serrures électroniques en mode d'urgence. L'effet était temporaire, mais il leur offrait la fenêtre d'opportunité dont ils avaient besoin. Se déplacer dans les zones extérieures du complexe ressemblait étrangement à naviguer dans les tunnels. Les deux environnements avaient été conçus pour être invisibles depuis la surface, créant des mondes cachés où les contraintes légales et morales normales ne s'appliquaient pas. Mais l'installation montrait des signes d'activité beaucoup plus récents que les tunnels, avec des preuves d'opérations en cours et d'un entretien régulier qui témoignaient d'une entreprise rentable à long terme. Le premier indice leur indiquant qu'ils étaient sur la bonne voie vint de la zone d'accueil de l'installation, où Jasper trouva des preuves confirmant les informations de Thomas sur l'activité récente. Des effets personnels appartenant clairement à des enfants, des vêtements, des jouets, de petits objets qui auraient été pris lors des enlèvements, étaient stockés dans des conteneurs étiquetés correspondant à des cellules de détention spécifiques. Un conteneur portait une étiquette qui fit froid dans le dos à Jasper. K. Morrison, cellule 7, élimination prioritaire. Le terme élimination prio, retire, ne pouvait signifier qu'une seule chose. Katie Morrison avait été marquée pour élimination, probablement parce que sa disparition avait attiré trop d'attention ou parce qu'elle s'était avérée difficile à contrôler. La réaction de Rebecca face au conteneur étiqueté fut immédiate et déchirante. Elle reconnut le système, comprit la signification des étiquettes, et sa détresse indiquait clairement qu'ils étaient à la court de temps. Les enfants de cet établissement n'étaient pas seulement détenus en vue d'une éventuelle vente. Certains d'entre eux étaient préparés à être assassinés. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans le complexe, les bruits de l'activité humaine devenaient audibles. Des voix étouffées, des bruits de pas et, plus inquiétants encore, les doux sanglots d'enfants. Les victimes étaient proches, mais leurs ravisseurs aussi. Les protocoles de sécurité de l'établissement avaient peut-être été perturbés, mais les gardes humains restaient vigilants et dangereux. C'est dans le couloir menant aux cellules de détention qu'ils ont découvert la première preuve directe de la véritable fonction de l'établissement. Les murs étaient tapissés de photographies, des dizaines d'enfants, certains récents, d'autres datant de plusieurs années. Chaque image marquait une nouvelle victime du réseau de trafic. Certaines photos portaient des annotations sur des placements réussis, d'autres étaient marquées de symboles que Jasper ne voulait pas interpréter de trop près. Mais c'est la dernière photo de la série qui a fourni les informations les plus cruciales. Elle montrait l'agent Morrison, non pas l'agent Morrison actuel, qui avait correspondu avec Thomas, mais un homme plus âgé qui présentait une nette ressemblance familiale. La photo datait d'il y a 30 ans et portait la légende « coordinateur de l'opération Blackwater Acquisition ». Le lien était établi. Le même réseau criminel qui avait corrompu l'opération Blackwater au Vietnam avait simplement transféré ses activités sur le sol américain, utilisant les compétences et les contacts qu'il avait développés pendant la guerre pour créer une entreprise de trafic intérieur. Le père de l'agent Morrison n'avait pas seulement trahi les soldats américains. Il avait utilisé cette trahison pour établir un empire criminel que son fils contrôlait désormais. Rebecca toucha le bras de Jasper et désigna un couloir spécifique qui menait plus loin dans le bâtiment. D'après ses jets, les cellules de détention se trouvaient juste devant, ainsi que les gardes qui se battraient pour empêcher toute tentative de sauvetage, mais ils étaient allés trop loin pour battre en retraite.
Katie Morrison et ses autres enfants comptaient désormais sur eux. Et un échec signifierait non seulement la mort de victimes innocentes, mais aussi la poursuite des activités d'un réseau qui détruisait des vies depuis des décennies, alors qu'il se préparait à l'approche finale des cellules de détention. Jasper réalisa que les compétences que Thomas lui avait enseignées grâce à son intelligence cachée n'étaient pas seulement tactiques, elles étaient morales. Le combat qu'il s'apprêtait à mener ne concernait pas seulement de sauver des enfants en particulier, mais d'affronter le même mal qui hantait sa vie depuis 30 ans. L'ermite des montagnes était sur le point de devenir le protecteur qu'il aurait dû être il y a 3 décennies, et cette fois, il ne laisserait personne tomber. La zone de détention était une horreur qui dépassait même les pires attentes de Jasper. Des cellules individuelles bordaient les 2 côtés d'un couloir central, chacune contenant un enfant qui avait été enlevé à sa famille et réduit à l'état de marchandise dans une entreprise criminelle. Le plus jeune semblait avoir à peine 6 ans, le plus âgé peut-être 12 ans, tous montrant les séquelles psychologiques d'une captivité prolongée. Katie Morrison se trouvait dans la cellule 7, exactement comme l'indiquait l'étiquette du conteneur. Elle était recroquevillée dans un coin de sa cellule en béton, vêtue des mêmes habits qu'au moment de sa disparition 6 semaines plus tôt, désormais sales et déchirés. Mais elle était en vie, et ses yeux conservaient encore l'étincelle d'intelligence qui suggérait que son esprit n'avait pas été complètement brisé. Rebecca aborda les enfants avec maestria. Au lieu d'essayer de communiquer avec des mots qu'ils ne comprenaient peut-être pas ou auxquels ils ne faisaient pas confiance, elle utilisa des sons et des gestes qui leur inspiraient un sentiment de sécurité sans déclencher les réactions de peur qui leur avaient été conditionnées. Au cours de ces 20 années de captivité, elle avait appris à reconnaître un véritable sauvetage parmi les promesses mensongères qui précèdent souvent un traitement encore pire. Le premier défi était les serrures des cellules, des systèmes électroniques qui avaient été partiellement perturbés par le dispositif de Thomas, mais qui nécessitaient encore des codes de déverrouillage spécifiques pour s'ouvrir complètement. Mais Rebecca avait des solutions que l'intelligence de Thomas n'avait pas envisagées. Elle montra à Jasper comment les serrures pouvaient être neutralisées mécaniquement à l'aide de techniques qu'elle avait apparemment apprises pendant sa propre captivité. Des méthodes qui suggéraient qu'elle avait passé des années à étudier tous les aspects de la sécurité de sa prison alors qu'il commençait à ouvrir les cellules. Les réactions des enfants varièrent considérablement. Certains se recroquevillèrent davantage dans leurs cellules, trop terrifiés pour croire que le sauvetage était possible. D'autres s'approchèrent prudemment, reconnaissant en Rebecca quelqu'un qui comprenait leur expérience d'une manière que les adultes normaux ne pouvaient pas comprendre. Quelques-uns, dont Katie Morrison, montrèrent des lueurs d'espoir qui suggéraient qu'ils n'avaient pas complètement abandonné l'idée de rentrer chez eux. Mais c'est pendant qu'ils s'efforçaient de libérer les enfants que la sécurité des installations réagit enfin à la perturbation électronique. Des alarmes se mirent à retentir dans tout le complexe, et le bruit de pas précipités résonna dans plusieurs directions. Les gardes avaient compris que leur système avait été compromis et se déplaçaient pour sécuriser leurs biens les plus précieux, les enfants eux-mêmes. La formation militaire de Jasper prit le dessus alors qu'il évaluait leur situation tactique. Ils étaient piégés dans un couloir sans issue, avec 17 enfants terrifiés, face à un nombre inconnu d'adversaires armés qui connaissaient mieux que lui la disposition des lieux. Les chances étaient minces, mais battre en retraite était impossible. Abandonner les enfants signifierait leur mort certaine. Rebecca semblait également comprendre le problème tactique. Elle fit un geste vers une partie du mur du couloir qui semblait solide, mais qui cachait apparemment une autre des mesures d'urgence de Thomas. Derrière le faux mur se trouvait une cache d'armes que Thomas avait placée là précisément pour ce genre de scénario. Des fusils, des munitions et surtout des équipements de protection pouvant être utilisés pour protéger les enfants pendant les échanges de tirs. Les premières gardes apparurent au bout du couloir au moment où Jasper finissait de distribuer les armes. 3 hommes, tous armés d'armes automatiques et se déplaçant avec la coordination de professionnels, mais ils hésitèrent lorsqu'ils virent les enfants, ne voulant pas risquer d'endommager un inventaire précieux par des tirs aveugles. Cette hésitation était le seul avantage dont Jasper avait besoin. 30 ans de vie dans les montagnes lui avaient permis de rester en excellentes conditions physiques, et sa mémoire musculaire acquise lors de son entraînement militaire s'était révélée remarquablement tenace. Ses premiers tirs furent précis et dévastateurs,
abattant 2 des gardes avant qu'ils n'aient pu évaluer pleinement la menace à laquelle ils étaient confrontés. Le troisième garde réussit à riposter, mais ses tirs manquèrent leur cible, car il essayait d'éviter de toucher les enfants. Rebecca s'était positionnée avec plusieurs enfants derrière les barrières en béton que Thomas avait construites dans le couloir spécialement à cet effet, créant ainsi des positions protégées qui leur permettaient de se diriger vers la sortie du bâtiment tout en conservant une couverture défensive. Mais alors même qu'il prenait l'avantage tactique dans la fusillade immédiate, Jasper pouvait entendre d'autres forces se mobiliser dans tout le bâtiment. Des communications radio résonnaient dans le bureau de sécurité. Les coordinateurs appelaient des renforts extérieurs, et le bruit des véhicules arrivant à la surface suggérait que la réponse du réseau serait globale et écrasante. Katie Morrison avait retrouvé suffisamment de courage pour aider les autres enfants, traduisant les instructions de Jasper en termes qu'ils pouvaient comprendre et leur apportant le réconfort que seule une autre victime pouvait offrir. Son leadership parmi les autres enfants était remarquable, suggérant que même 6 semaines de captivité n'avaient pas détruit la force de caractère qui l'avait aidé à survivre. Alors qu'il se frayait un chemin vers la sortie principale du complexe, Rebecca révéla le dernier élément de la préparation de Thomas. Une série de charges explosives qu'il avait placées dans tout le complexe, conçues pour détruire les preuves et faire s'effondrer des sections clés du complexe si le sauvetage devenait impossible. Les charges pouvaient être déclenchées à distance, mais cela éliminerait également toute possibilité de fuite par le réseau de tunnels. Le choix était difficile. Utiliser les explosifs pour s'assurer que le complexe ne puisse plus jamais être utilisé pour détenir des enfants, mais risquer d'être piégé dans l'effondrement qui s'ensuivrait ou tenter de s'échapper par des voies probablement déjà compromises par les équipes d'intervention du réseau. En regardant les 17 enfants dont la vie dépendait de lui, Jasper comprit que le choix avait déjà été fait. La décision fut prise lorsque la voix de l'adjoint Crawford résonna dans le système de communication de l'établissement, diffusant un ultimatum qui ne laissait aucune place à la négociation. Vous avez 60 secondes pour remettre les enfants et quitter l'établissement. Après cela, nous mettrons en œuvre les protocoles finaux pour tous les actifs. Les protocoles finaux. Jasper comprit l'euphémisme. Il menaçait de tuer les enfants plutôt que de les laisser être secourus et potentiellement témoigner sur les activités du réseau. Le même calcul impitoyable qui caractérisait le réseau de traite depuis 30 ans. La même volonté d'éliminer les témoins qui avaient probablement coûté la vie à Thomas. La réponse de Rebecca fut immédiate et décisive. Elle activa la balise d'urgence de Thomas, un dispositif conçu pour transmettre leur position et leur situation directement aux autorités fédérales de Denver, en contournant les réseaux de communication locaux qui pouvaient être compromis. Le signal permettrait d'obtenir une aide fédérale légitime, mais pas avant au moins 1 heure. Ils devaient garder les enfants en vie jusqu'à l'arrivée des secours. La sortie principale du complexe était bloquée par Crawford et au moins 4 autres hommes armés. Mais Thomas avait également anticipé ce scénario. Dissimulés dans tout le complexe se trouvaient ce qu'il appelait des protocoles de sanctuaire, des voies d'évacuation et des positions défensives spécialement conçues pour protéger les enfants secourus lors de situations de siège prolongé. Rebecca les conduisit à l'ancien puits de mine du complexe, un passage vertical qui faisait partie de l'exploitation minière d'origine, mais qui était désormais équipé d'un système d'ascenseur mécanique que Thomas avait secrètement entretenu. Le puits offrait un accès direct à la surface, débouchant dans un endroit caché à près d'1 kilomètre de l'entrée principale du complexe. Mais utiliser l'ascenseur signifiait s'exposer pendant la montée, et les forces de Crawford étaient déjà en train de sécuriser toutes les voies d'évacuation possibles. Le bruit des véhicules et du personnel déployé à la surface suggérait un effort coordonné pour empêcher tout survivant d'atteindre la sécurité. C'est Katie Morrison qui a fourni la solution qui les a tous sauvés. Malgré ses 6 semaines de captivité, elle avait conservé suffisamment de présence d'esprit pour observer et mémoriser les détails du fonctionnement de l'installation. Elle connaissait l'existence d'un système de communication secondaire utilisé par les gardes pour se coordonner, un système accessible depuis la salle de contrôle du puits de mine. Grâce aux informations fournies par Katie, Jasper a pu surveiller les communications radio de Crawford et coordonner leurs mouvements afin d'éviter des équipes de recherche qui couvraient systématiquement la zone en surface. Plus important encore, il a pu entendre Crawford se coordonner avec une personne identifiée comme Morrison Sr.,
confirmant que l'agent Morrison original, l'homme qui avait trahi l'opération Blackwater, était toujours en vie et dirigeait activement les opérations du réseau. La conversation entre Crawford et Morrison a révélé toute l'étendue de ce à quoi ils étaient confrontés. Le réseau de trafic n'était pas seulement une entreprise criminelle. Il s'agissait d'une opération multigénérationnelle qui avait perfectionné ses méthodes pendant des décennies. Les enfants qu'ils sauvaient ne représentaient qu'une petite fraction des victimes qui avaient été traitées dans des installations comme celle-ci au fil des ans. Mais cela révélait également autre chose. Le réseau se préparait à abandonner complètement l'opération Copper Creek. Les instructions de Morrison à Crawford étaient claires. Éliminer tous les témoins, détruire toutes les preuves et transférer les opérations vers un centre de secours dans un autre État. La mission de sauvetage n'avait pas seulement permis de sauver 17 enfants, elle avait également perturbé un important réseau de trafic qui aurait pu continuer à opérer sans être détecté pendant des années. Le rôle de Rebecca dans l'évasion finale a été crucial. Sa connaissance de la géographie de la vallée, acquise au cours de 20 ans de captivité et d'observation attentive, lui a permis de les guider à travers un terrain qui leur a permis d'échapper aux équipes de recherche, tout en restant à portée du signal de la balise de détresse. Elle était devenue en fait leur navigatrice tactique dans un paysage qu'elle connaissait mieux que leurs poursuivants. L'arrivée des renforts fédéraux a été marquée par le bruit caractéristique d'hélicoptères approchant de plusieurs directions. Mais il ne s'agissait pas d'appareils locaux. Il s'agissait d'hélicoptères militaires, ce qui suggérait que les protocoles d'urgence de Thomas avaient déclenché une réponse qui allait au-delà des procédures normales d'application de la loi. L'agent Sarah Chen, l'enquêteur fédéral légitime mentionné dans la dernière transmission de Thomas, fut parmi les premiers à arriver sur les lieux. Sa priorité initiale était d'assurer la sécurité des enfants, mais elle comprit immédiatement l'importance de ce que Jasper et Rebecca avaient accompli. Les 17 enfants qu'ils avaient sauvés représentaient le plus grand sauvetage de victimes de trafic dans l'histoire de la région. Plus important encore, les renseignements recueillis par Thomas, combinés au témoignage de Rebecca sur 20 ans d'opération du réseau, ont fourni aux autorités fédérales suffisamment de preuves pour démanteler les opérations de trafic dans plusieurs États. Mais cette victoire a eu un coût qui se fera sentir pendant des années. Crawford et plusieurs autres membres du réseau s'étaient échappés pendant la confusion de l'opération de sauvetage, emportant avec eux des informations sur les installations de secours et les méthodes opérationnelles alternatives. Le réseau était affaibli, mais pas détruit, et les survivants tenteraient sans aucun doute de reconstruire leurs opérations dans de nouveaux endroits, tandis que les agences fédéraux sécurisaient les lieux et commençaient à prendre en charge les enfants sauvés pour leur prodiguer des soins médicaux et les réunir avec leurs familles. Jasper comprit que son rôle dans cette crise était loin d'être terminé. Rebecca aurait besoin de protection pendant la longue procédure judiciaire qui allait suivre, et sa connaissance de l'histoire du réseau faisait de lui un témoin précieux pour monter le dossier de l'accusation. L'ermite des montagnes, qui n'avait recherché que la solitude, était devenu, par des circonstances qu'il n'aurait jamais pu prévoir, un personnage clé dans une enquête fédérale qui allait bouleverser la conception qu'avaient les forces de l'ordre des opérations de trafic organisées dans l'Ouest américain. 6 mois plus tard, Jasper se tenait sous le porche du ranch de Copper Creek Valley, observant Rebecca, qui avait légalement repris son nom de naissance, travailler avec 3 chevaux dans le pâturage lointain. La matinée printanière était claire et chaude, contrastant fortement avec la neige de novembre qui avait recouvert la vallée pendant ses premiers jours désespérés. La procédure judiciaire avait été longue et complexe, nécessitant les témoignages de dizaines de témoins et la reconstitution minutieuse d'opérations de trafic qui s'étaient étendues sur plusieurs décennies. Le témoignage de Rebecca avait été particulièrement crucial, car elle était la seule témoin à pouvoir décrire les méthodes du réseau et identifier les principaux participants à partir de son expérience personnelle. Le procès avait attiré l'attention nationale, non seulement en raison de l'ampleur des opérations de trafic, mais aussi parce qu'il avait révélé que les agences fédérales avaient été compromises au plus haut niveau. Les agents Morrison, père et fils, purgeaient désormais des peines de prison à perpétuité consécutive, tout comme l'adjoint Crawford et 7 autres membres du réseau qui avaient été arrêtés lors de raids coordonnés dans 4 États. Mais pour Jasper, ce sont les transformations personnelles qui comptaient plus que les victoires juridiques. Katie Morrison avait retrouvé sa famille et faisait preuve d'une résilience remarquable
dans son rétablissement. Les 16 autres enfants bénéficiaient tous de soins spécialisés et la plupart progressaient vers une vie normale malgré leurs expériences traumatisantes. Le rétablissement de Rebecca était le plus remarquable de tous. Grâce à l'accès à des soins médicaux appropriés, à l'éducation et, surtout, à la sécurité de savoir qu'elle était vraiment libre, elle avait commencé à retrouver la vie qui lui avait été volée 20 ans plus tôt. Elle apprenait à lire et à écrire, étudiait pour passer son examen d'équivalence du lycée et nouait lentement des relations avec des personnes qui pouvaient l'aider à naviguer dans les complexités de la société moderne. Le ranch lui-même avait également été transformé. Au lieu de vendre la propriété et de retourner dans son sanctuaire de montagne, Jasper avait décidé d'honorer la mémoire de Thomas en poursuivant son travail sous une forme différente. Le ranch servait désormais de centre de transition pour les survivants de la traite, offrant un environnement sûr où les victimes pouvaient entamer leur processus de rétablissement loin des pressions et des déclencheurs du milieu urbain. L'agent Sarah Chen avait joué un rôle déterminant dans la mise en place du programme, utilisant les ressources fédérales pour financer le centre, tout en maintenant les protocoles de sécurité nécessaires pour protéger les résidents contre d'éventuelles représailles. Le réseau de tunnels souterrains avait été scellé, mais l'emplacement isolé du ranch et sa géographie défendable en faisaient un lieu idéal pour un programme qui exigeait à la fois sécurité et confidentialité. Ce travail était difficile d'une manière à laquelle l'isolement de Jasper dans les montagnes ne l'avait pas préparé. Chaque survivant avait subi un traumatisme unique et avait des besoins spécifiques, ce qui exigeait de la patience, de la compréhension et des compétences qu'il était encore en train d'acquérir. Mais ce travail était également gratifiant d'une manière que 30 ans de solitude n'auraient jamais pu égaler. Rebecca était devenue sa partenaire dans ce travail, utilisant sa propre expérience pour aider les nouveaux arrivants à comprendre que la guérison était possible et que la confiance pouvait être progressivement rétablie. Sa capacité à communiquer avec les victimes d'une manière que les professionnels ne pouvaient égaler la rendait indispensable à la réussite du programme. Ce matin-là, elle travaillait avec un nouveau venu, un adolescent qui avait été sauvé d'un réseau de traite d'êtres humains au Nevada quelques semaines plus tôt. Comme Rebecca, il avait été retenu captif pendant des années et avait oublié une grande partie des interactions humaines normales. Mais sous sa guidance patiente, il commençait à se rappeler que tous les adultes ne représentaient pas une menace et que les chevaux pouvaient offrir une forme d'interaction thérapeutique qui aidait à reconstruire la confiance et la stabilité émotionnelle. La photo posée sur le bureau de Jasper dans la maison du ranch le montrait avec Rebecca debout à côté de la grange où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, mais leurs expressions étaient totalement différentes de celles des premiers jours désespérés. Les deux visages reflétaient la paix que procure un travail utile et la certitude que les traumatismes passés, même s'ils ne sont jamais oubliés, ne définissaient plus leur existence quotidienne. L'héritage de Thomas ne se limitait pas au programme de ranch. Le réseau de renseignement qu'il avait mis en place continuait de fournir des informations qui aidaient les autorités fédérales à identifier et à démanteler les opérations de traite dans toute la région. Ces méthodes avaient été adoptées par d'autres enquêteurs et son exemple avait inspiré une nouvelle génération d'agents des forces de l'ordre qui comprenaient que la lutte contre le trafic exigeait un engagement à long terme et des sacrifices personnels. La poupée en bois qui avait soutenu Rebecca pendant ses pires années occupait désormais une place d'honneur dans le salon du ranch, rappelant la résilience qui lui avait permis de survivre et finalement de triompher de circonstances inimaginables. De temps en temps, les nouveaux arrivants remarquaient la poupée et comprenaient sa signification. Ils y voyaient un symbole d'espoir qui avait soutenu quelqu'un dans une période sombre similaire à la leur. Alors que Rebecca ramenait les chevaux vers la grange, elle fit signe à Jasper avec un sourire qui lui avait pris des mois à développer, mais qui lui venait désormais naturellement. La jeune femme sauvage qu'il avait trouvée dans cette grange s'était transformée en quelqu'un qui pouvait servir de phare d'espoir pour d'autres personnes ayant subi un sort similaire. L'ermite des montagnes, qui avait passé 30 ans à fuir son passé, avait découvert que la rédemption ne venait pas de l'isolement, mais de l'engagement envers les problèmes du monde et de la détermination à changer la vie de ceux qui avaient été brisés par la cruauté d'autrui. Le soir approchait avec le rythme doux qui était devenu familier au fil des mois passés à construire cette nouvelle vie. Jasper et Rebecca allaient partager leur dîner, discuter des progrès de la journée avec leurs résidents actuels et planifier le travail du lendemain.
C'était une routine qui honorait à la fois la solitude qu'il avait appréciée et les liens qu'il avait appris à cultiver. Au loin, les montagnes du Colorado s'élevaient vers un ciel peint dans des tons dorés et roses, les mêmes sommets qui lui avaient servi de refuge pendant ses années d'exil. Mais aujourd'hui, elles ne représentaient plus une fuite devant ses responsabilités, mais un rappel que certaines vues étaient mieux appréciées lorsqu'elles étaient partagées avec d'autres personnes qui en comprenaient la beauté. Les ranchs, qui avaient commencé comme un fardeau hérité d'un frère décédé, étaient devenus la preuve qu'il était possible d'avoir une seconde chance. La preuve que même les chapitres les plus sombres de la vie pouvaient mener à des histoires d'espoir et de renouveau.